Bienvenue à ce webinaire Grande Culture qui va porter sur le potentiel des technologies de pulvérisation intelligente et des couverts végétaux pour contrôler les mauvaises herbes. Je m'appelle Stéphanie Mathieu, je suis conseillère en Grande Culture au MAPAC à la direction régionale de la Montérégie. Et ce matin, c'est moi qui vais être l'animatrice de ce webinaire-là. Et je vais être accompagnée de ma collègue Brigitte Duval, qui est agronome et conseillère en phytoprotection au MAPAC à la direction régionale du Centre du Québec. Bon matin, Bon matin Brigitte. tout le monde. Bon Bon matin. matin. Donc, les webinaires Grande Culture sont organisés par les directions régionales du MAPAC des régions du Centre du Québec, de Montréal, Laval, Lanaudière et de la Montérégie. Et leur tenue est rendue possible grâce à la collaboration d'Expansion PME. Alors, je vais vous donner un petit aperçu là, du déroulement de l'avant-midi. La première conférence va porter sur les technologies de pulvérisation intelligente en grande culture. Cette conférence-là va être présentée par Sandra Flores-Meillat, qui est chercheure en malherbologie au Sérum. Sa présentation va être suivie d'une petite pause, question de se dégourdir un peu avant d'enchaîner avec la présentation de Jean-Luc Laplante, qui est producteur agricole et copropriétaire de la ferme Madris, qui est située à Saint-Germain-de-Kamouraska, dans la magnifique région du Bas-Saint-Laurent. Alors, Jean-Luc va nous entretenir sur son système de production sous couvert végétal permanent. Alors, sans plus tarder, nous allons débuter avec notre première conférence qui est donnée par Sandra Flores-Meillat. Alors, Sandra, je t'invite à ouvrir ta caméra, ton micro pendant que je te présente. Bon matin, Sandra. Alors, Salut tout le Sandra monde. s'est jointe à l'équipe du Sérum en janvier 2018 comme chercheure en malherbologie. Sandra développe des projets de recherche en lien avec la détection de la résistance aux herbicides et la lutte intégrée des espèces résistantes aux herbicides, comme l'amarante tuberculée et la folle avoine. Sandra collabore étroitement avec le laboratoire d'expertise et de diagnostic en phytoprotection du MAPAC pour tester les populations de mauvaises herbes soupçonnées résistantes aux herbicides. Elle collabore aussi étroitement avec les conseillers au niveau du réseau d'avertissement phytosanitaire et aussi avec la co-chaire de la communauté de pratique de la surveillance phytosanitaire des mauvaises herbes du Conseil canadien de la santé des végétaux. Et tu es aussi membre du comité de pilotage de la Resistant Wild Old Action Committee. Alors, Sandra, si tu es prête, ben, je te cède la parole pour ta présentation qui s'intitule Le potentiel des technologies de pulvérisation intelligente, état des lieux et perspectives en grande culture. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Bonne présentation. Merci beaucoup. Bonjour tout le monde. Bon matin. Comme Stéphanie l'a dit, on va parler aujourd'hui un peu de la pulvérisation intelligente, l'état des lieux, puis surtout, on s'en va où? La table de matière, c'est assez courte, mais fournie. On va faire une petite introduction. Après, je vais vous parler brièvement sur les différentes méthodes d'acquisition des images, l'évolution des algorithmes. Après, on va voir comment tout ça revient pour l'intégrer au champ via la carte de prescription et le pulvérisateur intelligent. On va parler un peu aussi sur les défis et perspectives avant de faire une petite conclusion. Donc, comme vous savez bien, les mauvaises herbes causent énormément de pertes de rendement. À peu près, il est estimé que 50% de toutes les pertes de rendement dans toutes les cultures au monde sont à cause des mauvaises herbes. Il avait eu une première révolution dans les années 1920 avec l'apparition vraiment de la mécanisation du désherbage, avec une deuxième révolution des années 1947 avec l'apparition des herbicides. Donc, on sait bien que les herbicides sont des substances chimiques qui sont capables ou sont faites pour contrôler à peu près 90% de toutes les mauvaises herbes qui sont sensibles à cet herbicide. De façon générale, au monde, les herbicides représentent presque 50% de tous les produits phytosanitaires vendus, mais au Québec, plus précisément, représentent 68% de tous les pesticides vendus dans la province. Donc, le glyphosate à lui-même représente 59%. Donc, on sait bien tous que le programme d'agriculture durable de 2020-2030 du MAPAC vise à réduire l'usage des pesticides et les risques qui sont associés. Donc, une des façons de faire précisément ce type de réduction, c'est virer plus vers une gestion de mauvaises herbes qui est vraiment spécifique au site, qu'en anglais on appelle ça le Site Specific Weed Management, que c'est un concept qui simplement dit que c'est une approche de l'agriculture
qui va vraiment se contrôler sur les mauvaises herbes qui vont on va attaquer des zones qui sont vraiment plutôt problématiques. C'est aussi un type de méthode qui va vraiment adapter et qui va être spécifique au site par rapport à la rotation des cultures, à l'historique agronomique qui vient en arrière. Et l'idée, c'est vraiment de réduire les quantités d'intrants puis améliorer la gestion des mauvaises herbes. Ce type de gestion spécifique doit être évidemment ajusté selon la topographie, la caractéristique du sol, la matière active, le pH, la texture, l'abondance des mauvaises herbes et, comme je dis, tout l'historique agronomique qui vient avec le site. On peut parler que ce type de gestion de mauvaises herbes, de préférence, doit être vraiment à niveau de 12 champs, parce que même dans une même ferme, 12 champs pourraient avoir vraiment des conditions différentes et donc les contrôles devraient être ajustés à chacun de ces sites. Mais quand on parle vraiment à grande échelle, on peut quand même considérer que la ferme pourrait être quand même un site. Mais vraiment, de préférence, on parle vraiment d'un champ spécifique à la fois. Quels sont les avantages? Bon, évidemment, on parle vraiment d'une réduction de l'utilisation des herbicides, un meilleur contrôle des mauvaises herbes, un meilleur rendement des cultures. On va protéger l'environnement, augmenter la biodiversité, puis évidemment, tous les avantages économiques et sociaux qui viennent avec. Et évidemment, la gestion spécifique des mauvaises herbes et spécifique au site s'aligne parfaitement avec tous les objectifs du PAD. Mais bon, maintenant, cette section qui se va parler plus sur l'acquisition des images, évolution des algorithmes, peut être un peu plus technique, mais j'ai considéré que c'est quand même très important pour que vous connaissiez surtout les étapes et la difficulté qui implique développer des algorithmes. Et ça pourrait mettre en perspective de pourquoi on ne les fait pas plus rapidement ou pourquoi la technologie n'est pas faite encore pour faire tout ce que nous, on voudrait faire. Donc, pour développer ce type spécifique, évidemment, on va développer des projets, des programmes, des algorithmes qui vont nous aider à cibler différents objectifs qu'on a. Aujourd'hui, on va surtout les focuser sur le contrôle des mauvaises herbes. Donc, la première étape, c'est simplement décider c'est quoi le type de plateforme de collecte de données que je vais utiliser. On a deux, soit vraiment de proximité comme des caméras ou des tracteurs, que c'est vraiment prise au sol, au terrain, ou la télédétection avec des images de drones et de satellites. Évidemment, plus qu'on est proche au sol, plus que les résolutions des images vont être grandes. Et évidemment, plus qu'on s'éloigne vers le satellite, plus que la résolution est faible. Ça reste quand même que maintenant, il y a quand même des plateformes avec des satellites qui sont parfois payantes, qui peuvent quand même avoir des résolutions assez jusqu'à 0,5 mètres. Donc, c'est quand même assez très bon. Les drones, c'est vraiment un compromis entre les deux. Je ne suis pas si proche, je ne suis pas si loin, avec l'avantage de pouvoir couvrir une surface comme un champ dans un très peu de temps. Mais évidemment, bon, les caméras, on a l'avantage qu'on va vraiment venir cibler là, sans problématique. On pourrait même y aller penser à identifier vraiment la mauvaise herbe jusqu'à l'espèce. La prochaine étape, c'est savoir c'est quoi le type de capteur qu'on va utiliser, parce que bon, il a une panoplie énorme. Puis, grosso modo, qu'est-ce qu'on vous dit, c'est qu'il va falloir quand même qu'on sache c'est quoi vraiment mon objectif. L'objectif de mon algorithme ou de mon programme, c'est est-ce que je veux simplement décompter combien de plantes de maïs il y a dans mon champ, par exemple? Est-ce que je veux décompter le nombre de mauvaises herbes? Est-ce que je veux différencier c'est quoi la culture de la mauvaise herbe? Est-ce que je veux identifier la mauvaise herbe à l'espèce? Est-ce que je veux simplement évaluer les pourcentages de recouvrement, j'obtenir la biomasse? C'est à quel point je veux être spécifique ou pas. Parce que cet objectif va avoir une grosse influence sur, évidemment, le type de plateforme, mais aussi le type d'image qu'il va falloir capturer pour développer cet algorithme. Donc, quand on parle des capteurs RGB ou de la lumière visible, on parle carrément d'une caméra photographique traditionnelle. Même, on parle même des caméras de votre téléphone cellulaire. C'est évidemment les moins dispendieux puis les plus accessibles et aussi les plus utilisés pour prendre ce type d'images. Et il va falloir, dans tous les cas, prendre une énorme banque d'images pour précisément créer des librairies qui vont aider à entraîner les algorithmes. Donc, la deuxième étape, c'est évidemment créer cette banque des images. Et ici, on commence à avoir le premier obstacle parce que cette banque d'images, il faut que ce soit assez grande pour contenir des différentes images de toutes les états phénologiques ou les mauvaises herbes et aussi de la culture pour lesquelles on s'est
on est intéressé, avec s'il y a différents biotypes aussi, parce qu'il va falloir différencier que deux plantes, même si se ressemblent, pas nécessairement sont exactement la même espèce. Il faut les prendre à différentes hauteurs, à différents moments de la journée, en conditions de soleil, nuages au crépuscule, à midi, à minuit, vraiment différentes conditions. Puis aussi, si on est considéré aussi qu'il y a par exemple des phytotoxicités ou d'autres problèmes, il faut aussi considérer différents stress. Parce que les stress vont causer des changements dans la plante, autant dans la réflexion de la lumière. C'est un plant qui est en sénescence est différent d'un plant qui est vraiment full en période de croissance. S'il y a eu de la sécheresse, s'il y a des phytotoxicités pour le herbicide, tous ces éléments vont avoir un effet sur la plante, sur l'image et sur c'est ce que les capteurs vont prendre. Donc, il faut, plus que notre banque d'images est complète, plus que les algorithmes qui vont être développés vont être précis. Évidemment, c'est la partie qui est vraiment la plus dispendieuse et difficile, à côté pratique. Aux États-Unis, ils ont même créé une banque d'images nationale qui est quand même disponible, pour lesquelles on pourrait même accéder aux images. Puis, ils ont même créé des programmes pour avoir une structure comme celui-là, que c'est le BenchBot, qui va aider à faciliter une prise des images de façon plus comme à la chaîne, si on veut dire. Des autres banques des images sont aussi disponibles parmi des chercheurs qui est partout au monde. Mais une fois que l'image est prise, il faut quand même qu'il faut faire un traitement parce qu'une chose, c'est l'image comme nous, on les voit, mais une chose différente, c'est qu'est-ce que l'ordinateur va regarder. Donc, il va quand même suivre un traitement pour noter, séparer les fonds de l'image, noter que cette image, vraiment, la première, l'orange ou le rose, c'est vraiment la terre verte qui est différente du maïs. Il faut quelqu'un qui vient, puis note, qui vérifie oui, c'est deux graminées, mais c'est deux espèces différentes. Je confirme que c'est ça. Puis il faut comme numéroter, identifier. Et tout ça, c'est ça que ça prend beaucoup de temps et c'est le processus le plus dispendieux parce qu'il faut y aller image par image et même parfois pixel par pixel. Après, on a les capteurs spectrales ou multispectrales qui, eux, vont prendre surtout des images que nous, on ne voit pas avec les yeux humains. C'est vraiment des longueurs de onde qui sont plus différentes. Parmi ça, on a quand même des capteurs, on peut faire des adaptations pour obtenir des indices de végétation qui peuvent aussi être utilisés. L'avantage de ce type de capteur, c'est que en théorie, chaque plante il a une signature spectrale qui est différente des autres. Et cela nous permettrait de différencier à niveau vraiment spectral, même si l'œil humain, on est capable de le savoir. Cet algorithme pourrait différencier un plant de blé d'un plant de maïs, un plant de fol d'avoine, simplement parce que la signature spectrale est différente. Par contre, parfois, il y a beaucoup de chevauchements et donc c'est beaucoup difficile. Donc, vous voyez ici dans l'image, c'est un graphique de la signature spectrale doublée avec une signature spectrale de mauvaises herbes. Puis, vous voyez qu'il y a quand même beaucoup de chevauchements. Donc, à un certain point, la différence entre une espèce et l'autre, c'est vraiment minime. Puis, il va y avoir une grande influence de à quel moment de la journée tu as pris ton image. La signature spectrale peut changer aussi selon les stades phénologiques de la plante. Donc, il faut considérer tous ces éléments pour obtenir la signature spectrale. Et certains chercheurs aux États-Unis ont quand même obtenu des signatures spectrales de plantes qui sont même, et on était capable de faire la différence entre des plantes résistantes ou sensibles, soit au glyphosate ou au dicamba. Donc, on aurait l'avantage, à un certain point, si on obtient ce type de signature spectrale, de pas seulement observer et dire, ben, c'est l'amarante tuberculée, mais c'est une amarante tuberculée qui est résistante au glyphosate, par exemple. Et donc, ça vient de vraiment révolutionner la méthode comme nous, on est capable de prendre des décisions au champ, parce qu'on n'aurait plus besoin d'aller envoyer des tests au laboratoire. On saurait déjà que la plante est résistante à différents herbicides. La prochaine étape, c'est vraiment choisir la plateforme pour analyser les données. Ça nous affecte peut-être à un certain point moins à nous, et c'est vraiment plus pour les personnes qui développent les algorithmes. Donc, je n'irai pas vraiment à tous les minuties, c'est simplement à dire que plus que l'algorithme est complexe ou que prend plus d'efforts pour l'avoir, c'est plus que besoin d'une plateforme plus complexe pour l'analyser. C'est pour ça que beaucoup des algorithmes pour identifier des plans qui sont montés avec des pulvérisateurs intelligents avec des caméras ont besoin d'avoir des caméras et des ordinateurs montés dans le tracteur qui sont capables de processer
l'information en temps réel plutôt que d'envoyer le signal via l'Internet puis revenir parce que le temps pour faire cette type de session est trop court pour se permettre de commencer à changer des données par les nuages ou par l'Internet. Donc, c'est quand même une chose qu'il faut considérer. Tu as toujours toute la partie d'entretien, coût et sécurité qu'il faut aussi considérer pour l'application Ocean. Puis encore une fois, ça dépend qu'est-ce que tu veux faire, c'est quoi le temps de réponse, parce que tout ça va avoir une influence sur les équipements et qu'il faut choisir. Et on a aussi évidemment les algorithmes, que c'est la partie qui est comme la plus en évolution. Les premiers algorithmes pour l'identification des plantes ou des mauvaises herbes ont commencé dans les années 80 et il y a un gros grossissement depuis. Maintenant, on parle vraiment de centaines d'algorithmes qui existent et qui sont évolués autant par rapport à l'évolution des capteurs. Les caméras sont devenues beaucoup moins lourdes, beaucoup plus performantes, mais aussi notre capacité de processer les ordinateurs sont devenus des super ordinateurs, même dans le téléphone. Donc, tout ça a fait vraiment que les technologies évoluent. Il y a quand même certains éléments de base qui restent autour, même avec l'évolution, et un, c'est la réflectance, c'est parmi les premiers algorithmes qui ont été créés. Puis c'est simplement, se base sur le fait que toute chose reflète la lumière. Et donc, lui va baser vraiment, le premier algorithme se basait vraiment pour différencier qu'est-ce qui est sol nu et qu'est-ce qui est une plante. Il va se baser surtout sur la réflectance de la chlorophylle, entre autres choses, et de la structure des feuilles. Et donc, ça, c'est deux concepts que je voulais vraiment que vous gardez en tête parce qu'on va revenir suivant au cours de la présentation, que c'est le concept de vert contre brun et vert contre vert. Vert contre brun, simplement, ça veut dire que l'algorithme est capable de savoir quand il y a une absence de plantes, ça veut dire que c'est une sol nu, puis il va venir soit arroser les plantes ou arroser les sols, dépendamment de l'instruction qu'on les donne à l'algorithme. Puis les verts contre les verts qui sont vraiment les plus évolués, qui sont capables de détecter la plante verte, mettons mon maïs par rapport à mon trèfle, puis va venir décider, bah, je vais arroser mon maïs, je vais arroser mon trèfle. Et donc, ça c'est plus évolué parce il pourra avoir des algorithmes qui vont détecter vraiment une espèce en particulier, mettons amarante tuberculée d'une amarante, ou ils vont simplement dire, ben, je reconnais la culture, je connais c'est quoi le maïs, c'est quoi le soja. Et tout ce qui n'est pas maïs, soja va être arrosé, même si c'est vert. Donc, ça va dépendre beaucoup de la technologie. On a évidemment le réflectance multispectral que je vous dis, c'est simplement, il va venir chercher différents éléments de réflexion pour créer des algorithmes, mais on va vraiment aller à ce moment-là, pixel par pixel. Il va pas nécessairement reconnaître une plante sur l'autre, puis évidemment, le type d'algorithme va être différent par rapport à qu'est-ce qu'il reconnaît comme plante, qu'est-ce qu'il reconnaît comme mauvaise herbe, qu'est-ce qu'il reconnaît comme sol nu. Et ce sont les algorithmes qui, pour le moment, sont plus en utilisation, en avancement. Le plus de nouvelles technologies, c'est vraiment plus par rapport à la façon comme nous, on caractérise les photos et comment on va entraîner les algorithmes pour venir créer une banque d'images. On a toujours, comme je dis, avoir une banque d'images qui va entraîner l'algorithme, puis à savoir si l'algorithme va apprendre par lui-même ou il faut qu'on l'apprenne à chaque fois. Et donc, ça, c'est vraiment des choses qui sortent en plus en dehors de mes champs de compétences. On a des experts qui se penchent sur ce sujet. Simplement à dire que les nouvelles technologies qui s'appellent l'architecture YOLO, il raccourcit énormément le temps de traitement d'analyser d'une image pour décider si la plante elle est ou n'est pas une mauvaise herbe ou la culture, etc. Et que c'est en train de faire une révolution par rapport au raccourcissement du temps de traitement des images. On revient maintenant à tout ce qui est la partie intervention au champ qui est comme la plus importante. Puis même s'il y a plusieurs technologies, moi, je vais parler simplement de cartes de prescription et de pulvérisateurs intelligents. Donc, ça, c'est vraiment la partie intégration quand on existe déjà ces algorithmes. Donc, la première technologie, c'est des cartes de prescription. Donc, c'est simplement, on a une étape que c'est la capture de l'image, l'analyse avec l'algorithme, qu'il va falloir, comme je dis, ça va dépendre beaucoup sur la précision de l'algorithme, mais aussi mais le temps de processement. Combien de temps j'ai à processer? Généralement, avec une carte de prescription, le temps, c'est à peu près de 24 à 48 heures pour avoir une carte de prescription. On obtient la carte que ça peut être pas seulement pour les mauvaises herbes, mais ça peut être aussi pour maladies, insectes, mauvaises herbes, mais aussi des cartes de fertilisation. Et la deuxième partie qu'il faut intégrer, que c'est vraiment 12 étapes séparées. La deuxième étape,
c'est la partie de pulvérisation, la pulvérisation dans la gestion. On a besoin d'habitude d'avoir un pulvérisateur à taux variable qui ont des capacités de GPS pour savoir où est-ce que je dois commencer à appliquer ou pas, ouvrir ou pas mes bus. On a dans cette pulvérisateur à taux variable quand même deux catégories, deux grosses catégories. Une, c'est le contrôle par section. Ça veut dire que dans la rampe, il y a des sections que ça peut dépendre de combien de bus selon les modèles. On va dire ici dans mon exemple, la section contrôle 3 bus. Et donc, quand j'arrive à une section, donc je dis que je dois contrôler, je dois ouvrir mes bus. Toutes les bus de la section vont être allumées, indépendamment qu'il y a ou il n'y a pas la mauvaise herbe ou qu'il y a ou il n'y a pas la culture. Simplement, la section est ouverte dans l'ensemble. Quand on parle plutôt de contrôle de bus par bus, c'est vraiment la bus qui est ciblée selon ce que je l'ai dit, parce que la mauvaise herbe est là-bas ou parce que la section est là-bas. Je dis ouvre cette bus seulement et pas les autres. Il y a énormément de contrôle de bus, et donc c'est ça. Quand on parle maintenant de cas de prescription, il y a plusieurs services qui sont offerts aux États-Unis, comme Taranis, Intelliner, Pix4D, Xarvio. Xarvio est une compagnie quand même en collaboration avec BASF qui offre par exemple aux États-Unis puis des autres pays comme l'Argentine puis le Brésil. À ma connaissance, le service n'est pas nécessairement au Canada, mais peut-être je me trompe. Est-ce qu'il offre un vol de drone et il a 4 photos qui vont être livrées en 48 heures. Tu vas avoir un orthomosaïque, une carte d'infestation, une carte de pression de mauvaise herbe et les cartes de prescription pour faire la pulvérisation. De ces études faites en Argentine, ils ont observé qu'il y avait une 62% de réduction d'un volume de herbicides appliqués dans la saison 2021 et 2022, puis offre la possibilité aussi d'incorporer cette carte de pulvérisation avec des autres cartes qui sont dans leur plateforme de centre d'opération de la machine pour compiler tout ça avec des cartes, avec des satellites comme pour la biomasse, pour la fertilisation, etc. On a aussi une autre compagnie qui s'appelle Centera, qui est une petite compagnie émergente qui ont développé leur propre capteur et leur propre algorithme qui s'appelle Smart Script. C'est toute nouvelle et ils sont à peine 2024, c'était leur première saison vraiment au terrain at large. Ils ont pris les images d'à peu près 6 États différents aux États-Unis. Puis, j'ai parlé avec les représentants, puis ils disent que pour le moment, le service n'est pas offert au Canada, mais ils sont ouverts à la possibilité qui vienne dans son futur. Ce qui est intéressant avec eux, c'est que leur capacité, c'était 94% d'efficacité pour détecter des mauvaises herbes aussi petites qu'une monnaie de 25 sous, à peu près 25 pouces, 0,25 pouces, pardon. Puis, ce qui est très intéressant, c'est que du moment que le vol de drone est fait, il te donne la carte de prescription dans un délai d'à peu près 10 heures. Donc, il passe la journée, puis le lendemain, tu as la carte de prescription à peu près à 6 heures du matin pour aller faire l'épandage au champ. Leur algorithme est capable d'identifier seulement graminées de feuilles larges, mais ils sont quand même développés des algorithmes spécifiques pour identifier quand même des amarants, les cochers à balai et les maïs volontaires, que c'est quand même très intéressant. Donc, je vous invite quand même à aller voir leur site internet si vous avez plus de questions par rapport à chacune de ces technologies. Au Canada, on a une première compagnie qui s'appelle Gecko, qui c'est très intéressant parce qu'il utilise ces images satellites combinées avec des données astronomiques du champ, que ça peut être soit des vols de drones, des historiques de pulvérisateurs, les cartes de prescription obtenues par des autres types de sensors, mais aussi l'information de l'historique de rotation de culture, application de herbicides, des groupes de herbicides, etc. On crée des algorithmes puis des modèles qui vont aider à prédire plein de choses. Entre autres, par exemple, ils sont capables de te donner une détection, une prédiction de la présence de mauvaises herbes résistantes au champ. Comment ça fonctionne? C'est que ils vont voir que, par exemple, tu as appliqué un herbicide le 1er juillet, mais au 1er août, il y a encore des tâches là-bas, puis les tâches reviennent d'année en année, toujours dans la même zone. Leur algorithme va détecter que cette zone, elle a flash comme problématique. Puis après, il va aller te dire, regarde, dans les dernières 5 ans, tu as toujours appliqué le glyphosate, par exemple, dans cette section. Donc, probablement, tu as la résistance au glyphosate. Va aller voir au contact d'un agronome, va faire un dépistage plus spécifique au champ. Il a aussi la possibilité d'identifier et de prédire des plateaux de distribution au champ. Donc, ce qui était très intéressant avec cet algorithme, c'est qu'ils ont vu que des grosses
foyers d'infestation au champ, ils restent stables d'année en année, peu importe la culture. Mais les plus petits foyers, ils vont quand même être plus présents ou non, dépendamment de la culture sur l'année en question. Donc, il va considérer tous ces éléments de ta rotation de culture, la distribution au champ, pour dire, par exemple, ici, ils ont pris les images des dernières 5 années. C'était lentilles, blé, lin, canola, blé. Puis si je m'en viens après en autre culture, il va me donner, ben, dépendamment de la culture que tu vas mettre cette année, le modèle prédit que tes gros foyers vont être ici. Ils vont te fournir aussi 3 cartes selon le niveau de sensibilité, selon tu veux cibler les plus de mauvaises herbes, que c'est le scénario A, ou tu veux cibler moins de mauvaises herbes pour épargner plus de herbicides, ça va être le scénario C. Les choix se reviennent toujours au producteur et à son conseiller parce que ça va dépendre de tu veux cibler plus de mauvaises herbes ou tu veux épargner plus de herbicides selon ton niveau de gestion de l'anxiété ou gestion des risques, dépendamment du type de mauvaises herbes que tu souhaites contrôler. Dans leur offre de service, tu as à peu près 24 heures pour obtenir la carte de prescription. Pour le moment, ils différencient qu'est-ce qui est mauvaise herbe, qui est différent de la culture, mais ils ne sont pas nécessairement en mesure de te dire c'est quoi l'espèce de la mauvaise herbe. Par contre, selon les régions, puisqu'ils travaillent beaucoup dans les prairies, donc on sait que les mauvaises herbes résistantes, les plus problématiques, c'est le coche à balai et la folle avoine, sont des modèles qui sont plus censés pour repérer ce type de mauvaises herbes, mais ils commencent aussi à développer un modèle pour la marane tuberculée. Aussi, ce que c'est aussi un autre avantage, c'est qu'on peut, leur modèle permet de prédire ou de nous donner des cartes pour application de herbicides à taux variable. Donc, ici, dans cette ferme de Saskatchewan, ils ont donné 2 cartes. Une carte qui incorpore des taux variables pour l'application des herbicides et une deuxième carte qui va être plutôt pour faire les taux de semi-variables. Donc, le producteur va pouvoir incorporer les deux méthodes pour gérer leur foyer de mauvaises herbes. Dans cet autre exemple, c'est aussi en Saskatchewan, un producteur qui avait une zone qui avait beaucoup de cochers avalés. Donc, ils ont aussi fourni deux cartes. Une carte que c'est pour faire l'application des herbicides en ciblant vraiment les patchs de les cochers avalés. Et une deuxième carte pour faire le travail de sol, dépendamment, surtout attaquer les zones qui avaient le plus d'infestation des cochers. Donc, c'est quand même très intéressant et je vous invite à contacter Gecko pour ça. Au Québec, on a aussi une bonne offre de différentes compagnies qui vont offrir des services de cartes de prescription. Peut-être la liste n'est pas exhaustive, mais bon, c'est aussi ce que je connais. Et les services que vont offrir vont changer, vont dépendre de la différentes compagnies. Il y a certains qui offrent des cartes multispectrales pour la santé des cultures, des cartes de prescription pour des fertilisants ou certains insectes, ou des compter de nombre de plantes. Certaines entre elles offrent des épandages de certains produits comme les engrais liquides, solides ou de lâcher des tricogrammes. Je vous rappelle qu'on n'a pas le droit d'appliquer des herbicides avec des drones pour le moment au Canada. Puis certains offrent la vente et réparation de drones. Un exemple ici qu'on avait fait au Québec, c'était un projet qui était en collaboration avec la ferme EDPA, Excelki et le MAPAC. Et le but, c'était de comparer un traitement herbicide plein largeur comparé avec une carte de prescription avec pulvérisation localisée dans les soya à la volée pour contrôler la petite herbe à poux ou le maïs volontaire. Cet essai a été fait en Montérégie en l'année 2024. Et donc, l'idée, c'est d'appliquer un herbicide en prélevé, en pleine largeur, et venir en post-levé simplement à cibler les mauvaises herbes, soit la petite herbe à poux ou les maïs volontaires. Donc, pendant la saison, il y a eu plusieurs vols de drones à différentes hauteurs et différents capteurs pour obtenir c'est quoi la meilleure hauteur de vol, c'est quoi les meilleures images, puis c'est quoi les meilleurs algorithmes pour identifier les mauvaises herbes. Et ce qu'on a été constaté, c'est que par rapport à la petite herbe à poux, la résolution de 1.5 pixels n'était vraiment pas bonne pour identifier la petite herbe à poux. Le fait que les soya étaient à la volée n'aidait vraiment pas beaucoup. Et donc, finalement, ils ont laissé tomber cette volée. Par contre, pour les maïs volontaires, ils ont observé quand même qu'une résolution à 40 mètres de hauteur, c'était correct pour avoir une résolution à 0.5 cm par pixel. Ils ont évidemment testé leur algorithme. Il faut aussi un exemple de ce que ça donnerait. Donc, on est capable d'identifier les zones avec les maïs spontanés par rapport à la section avec les soya et la section qui sont les sols nus ou avec les résidus.
Par contre, ils ont assez quand même observé que ça prenait trop longtemps à l'algorithme pour arriver à la carte de prescription. Donc, ça, c'était un premier constat. Et aussi, on a quand même constaté que c'était pas toutes les zones qui ont été touchées par ou qui étaient identifiées. Il y avait plus de zones qui ont été pulvérisées que les zones qui ont été vraiment ciblées par l'algorithme. Donc, c'est quelque chose qu'il faut quand même améliorer. Mais dans l'ensemble, il y avait un potentiel de réduction des herbicides entre 80 et 91%, dépendamment de la zone tampon et la sensibilité. Puis, il y avait une économie moyenne de 27,6 $ par hectare. Mais bon, comme j'ai dit, c'était un projet pilote. Puis j'ai quand même plaisir de vous annoncer que maintenant je m'incorpore à l'équipe. Et puis on vient d'obtenir un financement pour aller évoluer, continuer à améliorer l'algorithme et commencer aussi à évaluer les zones de précision avec précisément jouer avec les zones de sensibilité, quantifier la réduction des herbicides et surtout faire une analyse de rentabilité du système plus complet. On va lancer le projet dans les prochaines semaines. Puis nous sommes en train de chercher 4 sites à Montérégie qui ont des problèmes de petits herbapous ou de maïs volontaires qui souhaitent participer pour venir faire ce type de test à la ferme. On a aussi un autre projet pour tester ou essayer d'identifier de l'amarante tuberculée à l'aide d'images satellites. On a aussi, c'est un projet pilote, mais ça pourrait aider vraiment à faire la surveillance du territoire à plus large échelle pour savoir c'est quoi les zones qui sont affectées par l'amarante tuberculée. Bon, maintenant, on va basculer vers les pulvérisateurs intelligents, qui sont simplement des pulvérisateurs qui ont des caméras intégrées avec tous les systèmes pour prendre la décision. Donc, ils vont prendre la photo, ils vont analyser, puis ils vont tout de suite donner l'ordre à l'obus d'ouvrir ou fermer, dépendamment si la plante est ciblée ou pas. Je pense que parmi la plupart d'entre vous autres, vous devrez connaître que le plus connu pour le moment ici au Canada ou aux États-Unis, c'est le Sea Spray de John Deere, qui c'est un pulvérisateur avec une rame de 120 pieds de long et 36 caméras, autant RGB que multispectrales. Pour le moment, les algorithmes qui existent, c'est pour le maïs et les soya et pour les champs en jachère. Il existe l'algorithme pour les cotons, mais bon, vu qu'on ne fait pas ici au Canada, je vais me concentrer vraiment sur les maïs et les soya. Je ne vais pas nécessairement aller tout autre en détail, simplement à dire qu'il y a 3 modèles différents, chacune avec ses propres caractéristiques. On a l'avantage de, selon les modèles, d'identifier précisément à l'effet de l'application d'un jachère, donc les verts sur les bruns. Dans la culture, donc vert sur vert, on peut quand même simplement fermer la partie pulvérisation puis utiliser comme un pulvérisateur normal en pleine largeur. Une des différences, c'est qu'on a quand même des réservoirs, un modèle qui a 2 réservoirs de 2 tanks avec 2 systèmes de tuyauterie complètement indépendants qui va nous permettre d'appliquer soit pleine largeur avec un tank et des spots de pulvérisation localisés avec le deuxième tank. On va parler tantôt plus tard. On a quand même aussi une option pour faire la mise à jour d'un pulvérisateur que vous savez déjà pour les transformer en pulvérisateur intelligent. Comme j'ai dit, pour le moment, nous nous concentrons sur le maïs et soya. Il y a certaines restrictions. Il faut au moins que le maïs ou le soya soit V2 pour le maïs, V1 pour le soya, parce que l'algorithme va reconnaître la culture. Il ne va pas nécessairement reconnaître les mauvaises herbes, il va reconnaître la culture. Donc, il faut quand même avoir que la culture soit quand même présente au champ pour qu'elle puisse l'identifier. Un désavantage de ce système, évidemment, c'est vu qu'on va reconnaître la culture, les cultures de couverture, les cultures intercalaires vont être considérées automatiquement comme des mauvaises herbes. Donc, il va comme allumer le pulvérisateur. Donc, pour le moment, ce n'est pas nécessairement compatible avec ce type de technologie si on souhaite faire. Puis, on ne peut pas faire la pulvérisation pendant la nuit. Donc, il faut quand même parler de la sensibilité. Donc, comme j'ai dit, on a le contrôle par section, qu'une caméra va contrôler 3 bus. Donc, si jamais la caméra détecte qu'il a une mauvaise herbe, 3 bus vont être allumés. Et par contre, si la mauvaise herbe qui est entre 2 caméras, c'est plus que les 2 sections vont s'allumer parce que les 2 caméras vont reconnaître que la mauvaise herbe est là-dedans. Donc, c'est là qu'il va falloir venir jouer sur le paramètre de sensibilité pour dire ben, qui va contrôler la mauvaise herbe, puis essayer de minimiser qu'il y a des sections qui s'allument pour rien.
Et donc, c'est la zone tampon de pulvérisation, c'est vraiment le nombre de bus qui vont être allumés pour contrôler une plante. Puis aussi le moment avant et après que j'arrive pour identifier le temps que les bus vont être allumés pour arroser cette plante. Et de cette étude faite aux États-Unis, on quand même identifié que cette zone tampon, en fait, c'est le facteur qui va avoir le plus d'influence sur l'utilisation des produits. On a quand même différents niveaux de sensibilité, comment est-ce que je vais pouvoir repérer ou pas les mauvaises herbes, euh, s'ils sont plus petites, etc., que c'est la plus élevée, ou si j'ai une sensibilité plus faible qui va avoir moins d'utilisation de pesticides parce qu'il y a moins de mauvaises herbes qui vont être comme identifiées. Et je vous dirais que ça va dépendre des espèces que vous souhaitez contrôler qui va avoir une influence parce qu'évidemment, des mauvaises herbes comme tolérance zéro, comme l'amaranth tuberculé, il faudra peut-être aller chercher une sensibilité plus élevée. Comme j'ai dit ici, des essais faits au Québec l'année passée, on montre que parfois, avec une sensibilité plus élevée, on pourrait même avoir des faux positifs, mais on va pouvoir identifier des mauvaises herbes plus petites, tandis qu'avec une sensibilité plus faible, on pourra peut-être rater des petites herbes qui sont en stade cotylédone, qui sont juste en train d'émerger. De certains exemples, selon le niveau de sensibilité, il y a à peu près 5% de la superficie traitée qui va changer dépendamment du niveau de sensibilité. Mais en général, il y a une estimation qui peut avoir à peu près 40% de réduction des herbicides dépendamment de une réduction en pleine largeur. Puis les essais aux États-Unis ont observé une réduction des herbicides en post-levé entre 28 et 62%. Maintenant, les différents scénarios d'utilisation, évidemment, on pourra faire des brûlages ou des brûlages. On pourra toujours dire qu'on pourra faire un herbicide en prélevé suivi d'un poste focalisé, surtout si, par exemple, mon prélevé ne contrôle pas une espèce en particulier, comme les souchets. Aussi, pour dire qu'on pourra utiliser des herbicides qui sont un petit peu plus agressifs, moins agressifs, excuse-moi, mais qui sont trop dispendieux. Donc, par exemple, dans dicamba, il y a plusieurs formulations. Celles qui contiennent des safeners ou des adjuvants qui vont les rendre moins agressifs dans le maïs sont plus dispendieux. Mais si j'utilise moins, ça pourrait venir faire la différence puis avoir moins d'effet sur le maïs. Et puis, avec l'avantage d'avoir les deux tanks, c'est que, par exemple, on pourrait utiliser un antigerminatif en pleine largeur avec un poste avec les vivaces en début de saison en même temps. On pourrait aussi, par exemple, dire qu'on pourrait utiliser des herbicides qui sont antagonistes, donc on ne peut pas les mélanger dans la tank, mais s'ils sont séparés, chacun dans son tank pourrait faire l'application au même moment. Mais aussi, pourrait dire qu'on pourrait faire une application, par exemple, sur un fertilisant ou d'un fongicide en pleine largeur, puis en plus venir avec mon application de l'herbicide focalisé en même temps. Il faut aussi considérer, par contre, que si j'utilise mon prélevé suivi et que les conditions n'étaient pas bonnes pour l'activer parce que les printemps est plutôt sec, c'est plus qu'il ne marche pas si bien. Il va falloir que je vienne avec mon poste en pleine largeur. Donc, c'est quand même des risques à prendre. Et les économies, quand on parle d'argent de façon générale, ici, un exemple, mettons, si vous contrôlez mon sujet dans une ferme en 100 acres, dont seulement les sujets seulement présents dans 30 acres, bon, mon prêt en largeur, ça va coûter à peu près 157 $ à l'hectare. Mais si je viens avec mon permis, que c'est le poste pour les sujets, c'est là que je viens soit les 100 acres en pleine largeur versus seulement 30 acres. C'est là que ça vient d'avoir une différence importante pour épargner l'argent. Il faut quand même considérer qu'avec les Sea Spray, on doit payer pour la surface non traitée, donc il va y avoir un coût. Et donc, finalement, l'économie, on va avoir à peu près 6 450 $ de différence entre une et l'autre. Et donc, quand on parle d'économie, juste avec les postes, c'est à peu près 70%. Mais si je considère l'ensemble de tous les prêts, les postes et les coûts d'utilisation, reviennent à peu près à une épargne de 25%. Donc, ça, c'est vraiment juste à titre comme explicatif, mais les taux vont varier, comme je dis, selon le niveau de sensibilité, la zone tampon et les herbicides. Plus que l'herbicide est cher, plus qu'il va avoir une épargne importante, mais il faut quand même les considérer. Et là aussi, l'éco-robotique, que c'est plutôt utilisé en horticulture, mais il a quand même, on peut l'utiliser quand même en jachère
on peut quand même cibler soit les mauvaises herbes ou la culture, mettons, si jamais on veut appliquer des fongicides. On a quand même l'option d'avoir une zone tampon pour à quel point l'herbicide veut que ce soit proche ou pas de la culture. Il roule quand même en vitesse beaucoup plus lente. Donc, ça peut être quand même un problème selon la surface à traiter, mais il y a quand même des algorithmes qui vont venir supporter les maïs-graines, les canolas et les prairies, en plus, évidemment, toutes les cultures horticoles. Puis, il y a quand même des algorithmes en version bêta pour les soya, les blés, le maïs sucré et des autres cultures de couverture. Il a, de façon générale, comme je dis, il va simplement dire culture versus tout le reste, exception parce que dans les prairies, il va être capable d'identifier les rumex, les patience et les chardons. Puis dans les oignons, il est capable d'identifier les patates volontaires. Il faut quand même savoir qu'il a un forfait annuel avec inclus 3 algorithmes, mais que pour le moment à Québec, il utilise notamment en horticulture. Il y a aussi une vidéo d'un producteur, si jamais vous voulez aller visiter le site, qui parle d'un producteur ici au Québec qui a un pulvérisateur si jamais vous avez plus d'intérêt à cette technologie. Et il a quand même un avantage qui réduit la dérive d'à peu près 95% à cause des bus, puis parce qu'il a quand même un rideau qui entoure la plateforme de pulvérisation. Puis, des tests faits en Europe en 2023, ils ont quand même vu qu'il y avait une réduction de 78,9% des herbicides, en allant jusqu'à peu près 90%, mais qu'ils ont quand même observé que l'efficacité contre les mauvaises herbes dépendait selon l'espèce, mais n'étaient pas capable de savoir si c'était vraiment une question de que n'était pas pulvérisé, ou plutôt que peut-être l'herbicide utilisé n'était pas l'adéquat pour contrôler cette espèce en particulier, c'était vraiment pas clair. Mais l'avantage qu'on a, c'est comme je dis, c'est surtout dans la culture horticole, qu'il minimise les risques parce que je peux quand même m'éloigner de la culture et comme ça, si on a des herbicides non sélectifs, ça pourrait protéger notre culture à un certain point. Et on parle vraiment vers la fin parce qu'il ne me reste pas beaucoup de temps, mais il y a quand même des choses à discuter parce que, bon, comme je dis, il y a une énorme panoplie de cultures. Mais il faut quand même venir étudier encore c'est quoi vraiment l'effet d'avoir différents paramètres de sensibilité par rapport à l'épargne des produits, par rapport à l'efficacité sur les différents systèmes. Il faut évidemment comparer différentes stratégies de désherbage. Est-ce que vous êtes en travail de sol, en semi-direct? Est-ce que vous avez la résistance aux herbicides? C'est quoi le profil de résistance? C'est quoi votre rotation? Est-ce que vous utilisez des cultures de couverture? Parce que tout ça va avoir une influence sur la rentabilité et la capacité à adopter ce type de technologie. Puis, bien évidemment, il faut faire des analyses économiques qui sont faites sur les conditions du Québec. Il faut aussi, évidemment, tout cet scénario que je viens de parler, et il faut quand même comparer les différentes plateformes pour dire, si vous me posez la question, c'est laquelle la meilleure, ben, ça va dépendre. Et donc, il faut vraiment faire une comparaison, une banque d'essais de différentes technologies pour choisir la meilleure technologie selon les cas par cas. Et puis, pour ça, avec ma collègue de l'IRDA, Elisa Medbol, puis Marc-Antoine Larivet du SECPA, nous sommes en train précisément de faire un protocole standardisé pour évaluer ces différents types de technologies et arriver à une meilleure conclusion, puis faire même les comparaisons économiques de différentes technologies de désherbage. Évidemment, on a besoin de grandes surfaces parce que les petites parcelles expérimentales ne sont plus bonnes, surtout si on va dire qu'on cherche des cartes de satellite, que ça prend minimum 10 hectares. Donc, évidemment, la collaboration des producteurs est vraiment de mise. Puis, évidemment, l'interdisciplinarité. Ça prend pas seulement des agronomes ou des chercheurs, mais il manque avoir des informations par rapport aux ingénieurs, développeurs, codeurs, pour développer et adopter ces technologies. Pour le moment, on travaille encore en silo parce que c'est vraiment des disciplines très différentes, mais aussi il va falloir s'organiser. Pour le moment, les producteurs horticoles sont beaucoup plus organisés pour s'acheter les robots, des serveurs, les ARA, etc. Mais il faut que nous, en grande culture, on puisse aussi se mettre à travailler ensemble puis créer des groupes de travail pour vraiment adopter puis adapter ces technologies pour les grandes cultures au Québec. Puis évidemment, beaucoup de cette recherche est faite aux États-Unis, mais pour différentes raisons que je ne vais pas nommer. Il faut vraiment qu'on s'approprie de cette technologie pour le Canada et précisément pour le Québec. Bon, maintenant, si vous voulez adopter cette technologie, il faut évidemment savoir c'est quoi les équipements qui sont disponibles autour de vous sur les marchés, c'est quoi les services, est-ce que vous savez voler votre drone, il faut quelqu'un qui vole des drones pour vous, et vous avez un forfaitaire qui offre le service de taux variables.
Il faut quand même considérer évidemment les frais d'achat, les réparations, combien va ça coûter. Il faut quand même considérer c'est quoi les rotations, parce que comme j'ai dit, beaucoup de ces technologies pour le moment ne sont pas tout à fait compatibles avec les cultures de couverture, dépendamment les moments de l'application souhaitable. Il faut quand même que vous connaissiez quoi les problématiques des mauvaises herbes dans votre champ, parce qu'il faut savoir s'il a la résistance aux herbicides, c'est quoi le profil, pour savoir si la stratégie à développer pour les gérer est compatible avec ce type de scénario. Et ça, surtout, je vous recommande fortement parler avec vos conseillers avant d'aller acheter des machines. Il faut aussi être très réaliste. euh, à quel point vous êtes vraiment adepte ou apte à adopter cette technologie. Parce que si vous n'êtes pas capable de vous rappeler votre mot de passe pour rentrer dans votre compte courriel, peut-être l'adoption des robots technologie, c'est pas tout à fait pour vous, mais peut-être vous pouvez, peut-être votre fils ou un employé, un autre membre de l'équipe pourrait vraiment avoir un intérêt par avoir cette habilité. Il faut, comme j'ai dit, parce qu'il faut avoir des autres compétences, géométrie, agronomie, phytoprotection. Il faut même peut-être se certifier pour voler les drones, à savoir comment faire des cartes de prescription. Il y a certaines formations qui sont offertes au Québec, puis il va falloir vraiment développer cette côté. Maintenant, évidemment, une période d'adaptation parce qu'on devient bon, donc peut-être ça va prendre des mois ou des années à vraiment exploiter fullement ce type de technologie. Pour les clubs conseils aussi, c'est peut-être un appel pour vous à développer du personnel qui a précisément ce type de capacité parce que vous serez de plus en plus probablement appelé à donner autant de conseils, à aussi m'interpréter qu'est-ce que la carte de prescription, ça veut dire vraiment, comment je vais pouvoir intégrer toutes ces technologies pour vraiment faire un vrai programme de gestion intégré. Puis évidemment, pour les forfaitaires, c'est une option de peut-être acheter les plus grosses machines puis offrir une clientèle autant pour le dépistage comme pour la pulvérisation ciblée. Par contre, pour les forfaitaires aussi, à savoir qu'on parle d'agriculture de précision, que c'est vraiment adapté à chaque site, à chaque champ. Donc, je ne pourrais pas nécessairement appliquer les mêmes recettes d'herbicides pour tout mon champ de tous mes clients, parce que là, on parle qu'il faut vraiment développer une recette qui va être vraiment spécifique à chacun des champs ou à chacune des clientes. Il faut évidemment savoir c'est quoi les coûts d'acquisition, qui pourrait être vraiment un frein pour ça. Considérer aussi les freins de gestion, l'abonnement annuel, les mises à jour de l'équipement, les désuétudes. Puis évidemment, il faut quand même considérer que même parce que c'est une pulvérisation de précision, tout continue à être valable. Il faut quand même assurer une bonne pulvérisation, faire la calibration, l'entretien de bus, l'entretien de l'équipement, la vitesse de autor, parce que devient de plus en plus l'importance de la qualité de la pulvérisation devient très importante parce qu'on veut vraiment, si on va cibler la plante, il faut vraiment qu'on cible la plante parce que si une petite plante de mauvaise herbe, elle reçoit juste une demi-dose et juste quelques touches que la touche, c'est vraiment la recette idéale pour créer la résistance métabolique qu'on veut vraiment l'éviter. Donc, cette technologie, il a vraiment beaucoup de bénéfices pour adopter un vrai plan de lutte intégré, comme apprendre plus sur la connaissance de la biologie de mauvaises herbes, savoir à quel moment aller déployer les différentes technologies pour quand même nous aider à prévenir c'est quoi les zones qui sont problématiques, peut-être identifier même des mauvaises herbes qui viennent d'arriver à la plante. Évidemment, vu que ça prendrait moins de temps en théorie pour dépister le champ, ça pourrait être une option pour lutter, faire face à la manque de main-d'œuvre. Et il va nous, comme j'ai dit, faire un meilleur suivi de notre chaîne avec l'historique. On aura visuellement l'historique pour venir consulter. Et pour plus facilement intégrer tout ce type de technologie dans le cadre d'un vrai programme de lutte intégré, parce qu'on parle vraiment de taux semi-variables, les dates de semis, les fertilisations, tout ça va pouvoir vraiment intégrer de façon plus holistique. Puis évidemment, le fait qu'on va voir visuellement des cartes de prescription, on va voir tout l'historique en arrière, ça va nous faire une rétroaction plus en temps réel, puis autant avec les producteurs comme les conseillers, les agronomes. Donc, il y a quand même beaucoup de avantages à adopter ce type de technologie. Mais bon, on vit vraiment, on est vraiment dans le seuil, on commence à avoir des produits plus réels, plus tangibles pour nous. Il y a beaucoup de choses qui s'en viennent. Ayez patience parce qu'on est vraiment, vraiment sur les bords.
Il y a évidemment beaucoup de plateformes qui l'offrent. Aujourd'hui, j'ai parlé de quelques-unes, c'est pas exhaustif. À tous les jours, il y a de nouvelles technologies qui s'adaptent, qui sont dans le marché. Et puis on a, comme j'ai dit, on peut quand même vraiment intégrer, c'est pas seulement la malherbologie, les mauvaises herbes, la phytopathologie, les insectes, la fertilisation, la gestion, ça va être vraiment plus holistique. Mais il faut quand même savoir que pour avoir quand même différentes plateformes, peut-être qu'elles ne parlent pas entre elles, il va falloir trouver une façon d'intégrer ces différentes plateformes dans une seule. Les petites compagnies, évidemment, en compétition sur les plus grandes compagnies, mais l'avantage de les petites compagnies, c'est qu'elles pourront peut-être même nous aider à développer des produits qui sont vraiment attaqués sur une problématique très, très, très régionalisée, par exemple. Mais dans l'ensemble, il y a vraiment un grand potentiel de réduction des mauvaises herbes, mais ça va dépendre de beaucoup de sensibilité et de plein de choses. Donc, et on est là, on a encore travaillé beaucoup à répondre à cette question. Donc, je vous laisse quand même une liste des articles que j'ai trouvés. Puis, je vous surtout remercier à tout le monde qui a participé à m'aider à monter cette présentation. Je vous les invite à les contacter directement si vous avez des questions par rapport à chacun de leurs produits, qui sont vraiment eux les experts pour le moment. Puis, je vous remercie. Merci beaucoup. Merci, Sandra, pour cette excellente présentation. Tu as vraiment su faire un tour d'horizon des différents paramètres à considérer, puis ça nous permet de comprendre toute la complexité de tout ça, mais aussi tout le potentiel de ces technologies-là. Tu es vraiment une excellente vulgarisatrice. Je suis certaine que tout le monde Merci. sera d'accord avec moi. Alors, Brigitte, je ne sais pas s'il y a des questions dans le clavardage. Il Oui, y a des commentaires, quelques-unes. fait que c'est Ben, ça, des je te laisse commentaires aller de... là-dessus. Oui, c'est ça, il y a des gens qui ont dit un peu la même chose. Donc, félicitations, et bien structuré et bien vulgarisé. Je suis d'accord avec Merci. ça. Donc, pour casser la glace, ben, je vais poser une question qui a été Mhm. répondue par une autre personne dans le clavardage, mais peut-être que tu aurais un ajout à faire. On disait, pour vos essais à venir, quel type de contrôle de buse prévoyez-vous utiliser? Contrôle individuel ou type exact apply ou par section de rampe? Et il y a quelqu'un qui a gentiment répondu que See and Spray est compatible seulement avec le porte-buse exact apply. Donc, je ne sais pas si toi, tu voulais ajouter quelque chose à ça. Oui, en effet, ça va vraiment dépendre. Il y a autant de pulvérisateurs comme il y a de marques, de différentes marques offrent différents types de contrôle. Euh, Ça va dépendre ce que vous êtes dans les tracteurs verts, dans les tracteurs rouges, dans le tracteur jaune, ça va demander un peu la technologie. Et chaque technologie a ses propres choses. Je sais que John Deere, c'est vraiment exactement, c'est l'exact apply. Par contre, le monsieur Lanois de John Deere m'avait dit qu'avec l'exact apply par section, je pense qu'il va y avoir une mise à jour que maintenant, ça va devenir bus par bus. C'est pour ça que j'ai dit, je vous invite vraiment à contacter plus votre représentante des pulvérisateurs qui pourra vous dire c'est quoi la technologie qui est disponible sur le marché. Pour le moment, évidemment, quand on parle de contrôle de mauvaises herbes, réduction de services, etc., j'aurais tendance à dire que les bus par bus est beaucoup plus ciblé parce qu'on va vraiment cibler la mauvaise herbe plutôt que la section au complet. Mais ça va dépendre vraiment beaucoup des les coûts. Ça va dépendre de qu'est-ce qui est compatible avec le tracteur puis la technologie existante. Quelqu'un nous demande, développer des herbicides sélectifs ne serait-il pas plus simple à faire que de développer des technologies intelligentes? Oui, sauf que le développement des herbicides, c'est toute une science. On connaît même, dans beaucoup de cas, on ne sait même pas comment est-ce que ça fonctionne. Puis il y a des compagnies qui investissent des milliards de dollars chaque année à développer des herbicides. Puis vous voyez, il n'y a pas nécessairement de nouvelles molécules qui ont été découvertes depuis des années. Donc, en théorie, oui, mais à vrai dire, c'est beaucoup plus compliqué qu'on le souhaite. Ça serait le rêve de plein de compagnies qui vendent des pesticides, mais pour le moment, c'est plus compliqué. Merci. Euh, pour l'instant, il n'y a pas d'autres questions. Donc, moi, j'en avais une. Je voyais Oui. à un moment donné, tu disais il y a une économie d'herbicide d'équivalent de 27 l'hectare avec Excel Key. Je me demandais, est-ce que ça tient compte du coût d'utilisation du service ou c'est juste en économie d'herbicide?
Si Ça, tu as peut-être même Stéphanie pourrait te répondre plus, c'était son projet. Je pense que oui, mais ça reste qu'avec les nouveaux projets qu'on vient d'avoir, c'était vraiment aller vraiment comptabiliser le temps des personnes qui volent le drone, combien ça te coûte ton drone, combien ça te coûtait l'algorithme, combien ça coûte la carte de prescription, combien ça te coûtait ton forfaitaire ou ton système, si c'est à toi, combien ça te coûtait ton pulvérisateur, combien ça te coûtait ton herbicide. Donc, on va vraiment avoir un portrait vraiment beaucoup plus global de l'ensemble de combien ça coûte tout. Et Parfait. pour répondre à ta question, c'était l'économie d'herbicides, Mhm. qui était à peu près équivalente au coût du service dans ce cas-ci, dans le cadre de notre projet. Moi, je me demandais, Sandra, je ne sais pas si je peux poser une petite question, là, Mais mais c'est toi tu, l'animatrice. tu parlais là, qu'il y a des banques de données d'images aux États-Unis qui sont Mhm. comme ouvertes à tous, là. Est-ce qu'il y a des discussions au Canada pour avoir accès à de telles ou c'est ça, des travaux, quelque chose là, pour avoir accès à de telles banques d'images là, sous nos conditions, au Canada ou au Québec, là? Ben, on avait déjà parlé au niveau canadien avec les groupes de travail de la communauté de pratique que oui, on a entre autres Sean Sharp en Saskatoon, on avait déjà parlé de comment développer cet algorithme. Sean commence aussi à développer des algorithmes pour les amarantes. Donc oui, on souhaite le faire. C'est toujours une question d'argent, c'est toujours une question de priorité. Parce que, comme j'ai dit, c'est quand même assez dispendieux de les créer. Donc, il faut vraiment qu'on revienne à trouver un programme de financement, idéalement vraiment à l'échelle canadienne, qui puisse investir pour créer cette banque d'images. Parce que pour le moment, on est accès à la banque d'images américaine. Même beaucoup de chercheurs qui développent des algorithmes, quand tu publies ton article, ils donnent la banque d'images. Donc, on a déjà plein de banques qui sont disponibles. Mais en effet, ce sera un bon intérêt à développer. Mais il faudra quand même que autant l'industrie comme les différents centres de recherche, on puisse travailler ensemble pour dire, regarde, on identifie comme une priorité pour nous, pour développer surtout cette volet au Canada, puis qu'on a à le faire. Mais oui, absolument, il a l'intérêt. L'autre chose aussi que je me demande, il y a assurément un gain à faire au niveau de la réduction d'herbicides, mais ce que je me pose comme question, c'est au niveau du développement de la résistance des mauvaises herbes, comment ces technologies-là vont pouvoir nous aider? Reste vraiment à voir. Une chose qu'il va falloir quand même faire attention, que c'est avec ce type de technologie, on va devenir de plus en plus dépendant des herbicides en prélevé. Il faut quand même donc faire attention parce que les herbicides en prélevé, c'est quoi les groupes qui sont disponibles? On utilise beaucoup les groupes 14, les 27. Et il faut faire attention parce que ça veut dire qu'on aura beaucoup moins d'éventail des choix. Puis aussi, il va falloir, comme j'ai dit ça dans la présentation, c'est que quand tu vas venir en poste, il va falloir que ton poste soit vraiment ciblé sur la culture. Parce que bon, si ta culture est déjà présente, ça veut dire que tu vas venir avec des choses qui sont compatibles, beaucoup d'icamba, glyphosate, etc. Et il faut quand même considérer que il faut faire une rotation des herbicides. Puis aussi, comme je disais, le fait que maintenant tu vas faire peut-être bus par bus et que tu vas choisir de laisser des petites plantes passer à travers ou que tu es encore trop petite ou peut-être un peu plus large pour faire ta pulvérisation, c'est qu'il va y avoir des plantes qui vont peut-être pas recevoir la pulvérisation et qui vont donc va passer à travers, qui vont survivre afin d'alimenter la banque de graines ou qui vont peut-être pas être pulvérisées à full capacité, ça veut dire que tu vas simplement comme les vacciner un peu contre l'herbicide. Donc, je pense que c'est un domaine de recherche qu'il faut vraiment développer, il faut faire attention parce qu'on ne veut pas nécessairement nous-mêmes créer le problème, mais Mhm. il faut quand même qu'on fasse attention à ça. C'est pour ça que je dis que c'est pas parce qu'il existe que c'est automatiquement la panacée à tous nos problèmes. Il faut apprendre à utiliser et surtout bien utiliser et il faut on le fasse en concertation avec les compagnies de pesticides pour dire, OK, c'est quoi une bonne stratégie? Comment on va protéger les herbicides qu'on a encore disponibles parce qu'on ne veut Oui, pas simplement commencer à les brûler pour les fonds. c'est bon. Ben, c'est bien. Merci beaucoup, Sandra, pour ta Ça fait plaisir. présentation puis pour les réponses aux questions.
Donc, la prochaine conférence va être donnée par M. Jean-Luc Laplante, qui est producteur agricole et copropriétaire de la ferme Madris à Saint-Germain-de-Kamouraska. Jean-Luc, je t'invite à ouvrir ta caméra, ton micro. Jean-Luc, tu vas nous entretenir sur ton système de couverture permanente, tous les bénéfices que ça a eu sur ta rotation, sur tes sols, la santé de tes sols. Et aussi un peu sur, tu vas nous parler un petit peu par rapport au contrôle des mauvaises herbes, ton choix d'espèces et tout et tout. Donc, ben écoute, je te cède la parole. Bon, pour commencer, ça me fait bien plaisir d'être ici aujourd'hui pour le webinaire du MAPAC. Je tiens à remercier justement le MAPAC de m'avoir invité à partager mes expériences sur la production sur couvert végétal. Pour commencer, moi, je suis à Saint-Germain-de-Kamouraska, comme on disait tantôt, au Bas-Saint-Laurent. On est dans une région d'environ 2050-2100 UTM, mais on se permet d'utiliser, mettons, du maïs là, autour de jusqu'à 2300 environ. J'ai environ 50% des superficies qui sont en sol sableux, graveleux, une quinzaine de pourcents en loam sableux, 30% environ en sol argileux. J'ai environ aussi 330 hectares en culture. C'est principalement, mettons, les prairies, le maïs, du blé, pois, seigle et soya. J'ai environ 75 à 80 hectares là, pour chacun, le maïs, le soya et les céréales. C'est à peu près égal pour chaque. Ça varie un petit peu, mais on se tient là-dedans. J'ai une quinzaine d'hectares, mettons, pour la production de semences, de seigle, puis d'autres cultures pour mes mélanges intercalaires ou de cultures de couverture. Puis la balance, ça, c'est pour les prairies. Après ça, on est en semi-direct sur une portion des terres depuis une vingtaine d'années. Ensuite, j'ai fait mes premiers essais de culture de couverture et d'engrais verts il y a une quinzaine d'années. Puis je suis passé en transition SCV là, depuis 10 ans. Les objectifs des couverts végétaux en permanence, ça, c'est vraiment pour moi de toujours cultiver sur un effet d'un retour de prairie. Parce qu'en général, c'est mettons, quand on était en travail minimum ou en conventionnel, sur les retours de prairie, on avait toujours nos champs les plus propres, les plus fertiles et aussi les plus uniformes. Puis c'était tout le temps dont les meilleures marges hectares, c'était le temps là qu'on les obtenait. Puis, ensuite, je dirais aussi que c'est une bonne amélioration de la structure du sol et de la portance. Après ça, ensuite, c'est d'avoir des couverts végétaux vivants au printemps. Ça permet d'assécher et de préparer le sol pour le printemps. Tandis que quand on était en semi-direct sans couvert végétal, là, des fois, la problématique, c'était surtout des sols qui se ressuyaient moins vite au printemps parce que justement, il n'y avait rien comme pour pomper un peu l'humidité du sol ou le surplus d'eau. Après ça, je dirais aussi, c'est d'avoir des plantes vivantes là, quand on applique les engrais organiques, le lisier puis le fumier. Dans le fond, moi, je fertilise surtout avec du lisier, mettons, de mon troupeau, qu'on applique au printemps et à l'automne avec un système de dragline pour un peu limiter la compaction. Puis ça nous aide quand même beaucoup à garder une bonne structure pour favoriser le semi-direct. Après ça, c'est aussi de la fixation de l'azote par les légumineuses. Puis aussi, je dirais que l'avantage des couverts permanents, c'est d'allonger la saison de croissance là, pour des couverts, parce qu'on peut utiliser la fin de saison qui est en automne, mais aussi le printemps, parce qu'on a toujours comme un 40 à peut-être des fois 50, 55 jours de croissance au printemps qui n'est pas utilisé par la culture, mais quand on a un seigle ou mettons une veste ou peu importe, qui pousse au printemps, ben ça a l'avantage d'aller chercher un peu plus de volume supplémentaire. Après ça, je dirais aussi, c'est que d'avoir des racines vivantes, ça permet beaucoup de... C'est quand même un support au microbiome du sol. Ça permet d'avoir des racines vivantes qui sécrètent des exsudats racinaires qui vont quand même permettre de stabiliser des minéraux du sol et les rendre disponibles aux plantes. Après ça, ça contribue aussi à former des agrégats. Je dirais un point qui est quand même pas à négliger, c'est que le couvert vivant au printemps, ben aussi à l'automne, mais c'est qu'il va faire de l'ombrage sur le sol, puis ça va quand même limiter la germination des adventices. Là. C'est comme, je dirais que l'ombrage est quand même, c'est quasiment l'herbicide par excellence. S'il n'y a pas de lumière, ça ne germe pas. Et après ça, je dirais aussi
C'est comme si on choisit un peu ces mauvaises herbes. C'est que le couvert, c'est la plante qui va être à contrôler par la suite, là. Ça, pour les équipements que j'utilise, c'est un semoir John Deere semi-direct 1590. Ça, c'est de quoi de quand même bien standard. Alors ça, j'ai un planteur John Deere aussi, un 1700 à 8 rangs. C'est un planteur qui est sur le relevage hydraulique. Puis j'ai aussi un épandeur en grès à rampe de 60 pieds de large pour les semis à voler là, en poste levé. Après, ben, sur cette site-ci, c'est le semoir semi-direct, là. C'est un semoir à 10 simple. C'est un principe que j'aime vraiment beaucoup parce que c'est très efficace pour trancher les résidus. On avait déjà eu un semoir à 10 double. Je trouvais que dans les gros couverts, c'était moins facile de bien trancher comparativement au disque simple. Après ça, ici, c'est mon planteur. Malgré tout, c'est un planteur qui est quand même simple. J'ai même pas d'engrais dessus. J'avais des tasses résidus, je les ai enlevés. Je les ai remplacés complètement par des disques qui sont dentelés, les disques ouvreurs. Après ça, on voit en orange, c'est une petite languette là, que des fois il y a Keaton ou Scaffer qui en fabrique. C'est pour permettre, mettons, la semence de bien descendre dans le fond du sillon avant qu'il y ait un peu de terre ou de résidus qui pourraient tomber par-dessus pour garder une bonne uniformité de la profondeur de semis. Puis j'ai les roues de profond. Les Goat Drill, là, le nom français ne me revient pas, les roues de profondeur. Dans le fond, c'est qu'ils sont à caoutchouteuse quand même pas mal. Fait que l'idée, c'est de les ajouter quand même assez serrés sur les disques ouvreurs. Fait que ils vont permettre, en roulant, de donner de l'entraînement un peu, puis de vraiment de bien entraîner les disques, puis bien couper les résidus. Puis à l'arrière, ben, c'est des roues dentelées en acier que j'avais fait tailler. Ça permet quand même de briser les murailles, le lissage de murailles du sillon de semence. Ça permet de bien les fracturer pour éviter qu'ils réouvrent si ça assèche. Mais ça permet aussi d'aller comme picoter le sol au travers des résidus, là. Tandis que des fois, avec des roues lisses, ça peut être problématique là, de bien fermer le sillon. Ici, je l'appellerais mon semoir de course. C'est un épandeur en grès, mais avec des rampes de 60 pieds. L'avantage de ce principe-là, c'est que c'est pas une toupie qui lance la semence. Fait que si on a des semences de taille différentes, ben, mettons, la toupie va avoir tendance à garrocher les semences lourdes au loin, puis garder les légères presque au centre ou directement à l'arrière de l'épandeur. Tandis qu'avec ça, on a une uniformité de semis sur toute la largeur de l'application. Après ça, les points importants, je dirais que c'est de viser une couverture maximale du sol. Justement, de s'imaginer que le couvert végétal, c'est un peu comme un panneau solaire, là. Fait qu'on aime d'en avoir le plus grand possible, puis justement bloquer la lumière qui descend au sol sans ralentir l'assèchement, dans le sens que la plante qui est en place, qui prélève l'humidité, elle va permettre de préparer le terrain au printemps. J'ai aussi, c'est de viser des apports de matière organique, des apports de matière sèche en kilos ou en tonnes à l'hectare, plutôt que du volume. Par exemple, mettons les brassicas qui ont tendance à faire des gros volumes, mais c'est des volumes humides. Puis un coup qu'on a retiré l'eau de ce feuillage-là, mettons, il ne reste pas grand-chose au sol. Fait que c'est un petit point que j'aime bien, mettons, de travailler, c'est de chercher du vrai tonnage de matière sèche, avec des plantes qui sont un petit peu plus carbonées. Après ça, les conditions importantes pour les semis, mettons, en SCV, je dirais que c'est principalement planifier la destruction du couvert selon la météo. Un exemple, si on a un seigle au printemps, puis qu'on a un printemps qui est très sec, ben le seigle va vraiment prélever beaucoup d'humidité dans le sol, à un point que des fois, ça pourrait même nuire à la germination si on a trop asséché le lit de semence. Fait que c'est bien important que si on voit que la météo s'annonce pour être sec, on détruit un bon 7 à 10 jours avant le semis. À l'inverse, si on a un printemps qui est très pluvieux, on peut se permettre de le détruire là, juste avant ou même 1-2 journées après le semis, sans problème. Après ça aussi, je dirais que c'est une minutie des ajustements du planteur puis du semoir. C'est une erreur que j'avais faite là, dans mes premières années de SCV, c'était d'avoir un planteur qui n'était pas nécessairement prêt à bien performer dans des épais couverts végétaux. J'avais des disques, mettons, qui étaient un petit peu trop usés, des roues de profondeur qui étaient
pas assez serrés sur le sillon, des hautes fermetures aussi qui étaient lisses. C'est des points qui sont vraiment importants là, pour que le semis se passe bien. Puis après ça, je dirais aussi, tu sais, comme on parlait tantôt là, du semis à voler, c'est une technique des fois qui a quand même mauvaise presse un peu, dans le sens qu'elle donne des résultats très aléatoires, surtout si quand on a un sol, mettons, qui est RC. Mais je dirais qu'en SCV, quand on a un sol qui est un peu comme la photo là, à surface, qui est quand même très poreux, puis qu'on utilise des semences qui sont moindrement petites, ils vont réussir vraiment à s'incorporer au travers des résidus, puis à descendre au niveau du sol. Puis c'est vraiment quelque chose qui fait une grosse différence là, sur la qualité de la levée du semis à voler. Moi aussi, quand on avait des champs en travail minimum, j'avais des résultats qui étaient quand même très aléatoires avec les semis à voler. J'avais acheté des semoirs intercalaires ou des cercleurs qui incorporaient la semence entre les rangs de maïs. Puis au final, ça donnait des résultats quand même corrects, là, mais c'était des techniques que je trouvais à mon goût très, très longues. Puis c'était dans des périodes, des fois, qui sont un peu critiques là, pour d'autres opérations. Fait que je suis revenu, mettons, juste avec des semis à voler, mais par exemple, je fais vraiment attention d'avoir un sol qui est semblable à ça pour semer à la volée. Après ça, les points à surveiller pour bien réussir en SCV, je dirais que c'est de ne pas avoir de compaction. Ça, c'est le point numéro 1, à mon avis. C'est d'avoir une structure qui est convenable, puis un drainage qui est convenable aussi. Mais je dirais le mais là-dessus, c'est que je dirais on peut tolérer un petit peu plus, mettons, de surplus d'eau quand on a un couvert végétal vivant, dans le sens qu'il va, comme on disait tantôt, permettre de pomper le surplus d'eau. Je dirais que si on a un champ, mettons que le seigle réussit bien à survivre, ou même le blé, s'il porte bien l'hiver et qu'il ne se noie pas dans un surplus d'eau au printemps, généralement, c'est correct pour passer au SCV. Mais c'est sûr que si on a des ronds que le seigle il meurt au printemps, ben là, faut pas nécessairement. En tout cas, il ne faut pas avoir de grosses attentes dans ce cas-là. Justement, le développement du couvert va quand même nous donner un bon indicateur là, si on est prêt ou non. Dans les gains observés chez nous, depuis que je suis passé au SCV, c'est surtout les CEC qui ont augmenté passablement. On a des sables qui, autrefois, ils étaient à 11, 12 CEC, puis aujourd'hui, il y en a à 18, 20, 22 pour des sols assez graveleux. À mon avis, c'est quand même assez bon. La matière organique a augmenté quand même un peu plus de 1,5 % dans certains champs, pas tous, mais quelques-uns. C'est sûr que ça va être à voir dans le temps si la tendance se maintient ou si c'était juste un coup de chance. Mais en tout cas, à date, c'est prometteur. Après ça, c'est aussi la qualité des agrégats qu'on a à la surface. C'est surprenant. On a une structure qui est vraiment plus intéressante qu'avant. Puis c'est aussi une uniformité des rendements dans la même parcelle. On a souvent des champs ici, des fois qui peuvent être un peu vallonneux, qui avaient 3, 4 types de sols dans le même champ. Mais là, avec les SCV, ça nous permet d'avoir quand même une uniformité pour le semis. C'est que, mettons, les sols, la partie qui est sur le dessus de la côte, qui est plus sableuse, est prête à pas mal en même temps que la partie qui est plus argileuse. Fait que c'est quand même un autre avantage intéressant. Quand on était en travail minimum, souvent les pieds de côte, là, on retournait les sommets plus tard parce que c'était vraiment pas prêt en même temps. Ça, ben, ici, c'est un peu un sol comme j'aime bien avoir, là, des bons agrégats, un enracinement qui n'a pas de difficulté à rien transpercer. Un sol qui a une tendance à être assez noir aussi. Ça, ben, un point important qu'on constate un peu sur cette photo-là, c'est qu'un sol, ça s'améliore à partir de la surface en descendant peu à peu en profondeur. Fait que, tu sais, ici, cette photo-là, c'était un champ qui était assez graveleux, puis au printemps, la surface du sol avait l'air de ça. Puis, mettons, pendant l'été, ça se fait un peu comme manger ou incorporer dans le sol. Puis, on a vraiment des beaux agrégats en fin de saison. On va le voir sur d'autres photos un peu plus tard. Ça aussi, ici aussi, c'est un argile qui est vraiment capricieux normalement. Quand on était en travail minimum, celui-là, cet argile-là, c'est qu'il venait vraiment en mode dur. Là, aussitôt que ça voyait le soleil, c'était vraiment des sols qui étaient très capricieux. Mettons, il était vraiment pauvre en matière organique, il n'y avait pas nécessairement de structure. C'était vraiment des argiles détestables. Puis aujourd'hui, je dirais que
c'est pas parfait, mais ça a été une très grosse amélioration. On a beaucoup moins de difficultés à aller chercher des rendements intéressants dans ces parcelles-là. Ça, c'est un peu comme le sol graveleux qu'on parlait de tantôt, on voit quand même un peu des petites turicules, des agrégats qui apparaissent à la surface. Ça aussi, en travail minimum, on voyait jamais ça. C'était vraiment des sols, mettons, quand on s'éloignait de la première année derrière la prairie, là, les rendements diminuaient assez rapidement. Aujourd'hui, on réussit à les maintenir un peu plus dans le temps avec ça. Et justement, mettons, comme en haut à gauche, on voit les mottes d'agrégat, les turicules, quand on vient se mettre à voler là-dedans, c'est surprenant, mais ça réussit quand même bien. Ça aussi, c'est le même sol du début. On voit que c'est en fin de saison, ça a encore quand même une belle structure en surface. Pour ça, choix et gestion du couvert, je dirais que une chose qui est bien importante, c'est de bien choisir et proportionner les plantes du mélange de culture de couverture. Mettons, puis de limiter une forte proportion de plantes qui ont les mêmes besoins que la culture principale. Mettons, par exemple, dans le maïs, j'essaye de ne pas mettre trop de brassicacées comme le navet ou les radis, les choux kale. J'aime pas mettre trop de plantes qui sont nitrophiles, mettons, qui ont beaucoup besoin d'azote. J'essaie d'y aller avec des plantes moins exigeantes un peu, comme des trèfles, de la veste velue. Le navet, ça ne veut pas dire que je n'utilise pas de brassica, mais c'est juste que je me limite vraiment à 2 kg, 2,5, 3 gros max. Même, j'aime pas dépasser 3 kilos. Après ça, je dirais aussi une chose que j'aime bien, c'est de me fier en partie sur l'historique des adventices dans le champ. Mettons, un champ qui a un bon historique de chien dent, généralement, c'est un indicateur que le champ, le sol n'est pas nécessairement très structuré. Fait que j'ai tendance à utiliser, mettons, des raigrasses qui vont justement qui vont faire un très bon travail à ce niveau-là. Ou si, mettons, je sais que j'ai une grosse pression de chénopode habituellement, mais là, ça veut dire que j'ai quand même une bonne banque d'azote. Ça veut dire qu'il y a beaucoup d'azote dans le sol. C'est un sol qui est assez riche. Fait que là, je me permets d'utiliser, mettons, comme je disais tantôt, mon 2,5 3 kg de brassica. Puis sinon, quand on voit beaucoup de pissenlit aussi, généralement, c'est un sol qui se compacte un peu à la surface, qui est un sol qui est très fertile. Dans ces cas-là, j'aime bien, mettons, je trouve que la chicorée joue très bien ce rôle-là. Après ça, c'est comme on dit au début, c'est calmer le couvert selon les conditions météorologiques. Puis, mettons, je dirais aussi un point important, c'est quand on est en SCV, mettons, c'est de jamais garder un couvert vivant avec un système racinaire qui est dans le même horizon que la nouvelle culture, par exemple. Un trèfle rouge, c'est une très mauvaise plante, mettons, à garder vivante sous la céréale. Ça ne veut pas dire de ne pas l'utiliser. J'aime bien l'utiliser, mais on la sème, mettons, en même temps que la céréale. Mais on ne garde pas, mettons, le trèfle de l'année précédente là, en vie parce que c'est une plante, mettons, qui va être très agressive. Ouais. Mais par exemple, mettons, la luzerne, elle, on se permet de la calmer avec un herbicide. Elle va tomber, mettons, en gros stress pendant 40-45 jours. Et si la culture a passé par-dessus, elle va finir comme le reste de contrôler pour le reste de la saison. Fait que la luzerne, je me dirais que je peux la tolérer vivante, mettons, sous la céréale, mais par exemple, même pas un trèfle. Après ça, choix et gestion du couvert encore. Je dirais que c'est un point important, c'est de semer des fortes densités, quitte à baisser le coût en semences. Ce que je veux dire par là, c'est on peut utiliser, mettons, les plantes qu'on veut, mettons, même si on peut un peu dispendieuses, mais si on veut baisser le coût, c'est de peut-être diluer un peu le mix avec des semences qui sont moins chères, puis qui vont quand même combler les besoins là, de couvrir le sol. Sinon, je dirais aussi un autre point, quand on peut se le permettre, c'est de produire nos propres semences. Ça réduit énormément le coût. Après ça, je dirais aussi, c'est de réfléchir à la séquence de rotation avant de choisir les cultures de couverture. Par exemple, si on pense revenir en soya, là, on ne fait pas exprès mettons, pour placer un trèfle rouge qui viendrait un peu compliquer le contrôle l'année suivante. Dans ce cas-là, si je pense, mettons, par exemple, revenir en soya, là, je vais préférer utiliser une bonne partie de graminées. Fait que c'est quand même simple à contrôler. Puis justement, ça va apporter quand même beaucoup de carbone que le soya apprécie pas mal. Après ça, j'aime bien travailler, mettons, avec des faibles doses d'herbicides, mais je suis vraiment minutieux sur le moment d'application. Puis j'ai tendance à adjuventer, mettons, si on peut dire, la bouillie. Mettons, vraiment
au maximum. C'est que j'essaye de baisser, mettons, mon pH à 4, 4,5 pour l'éboulis total. J'ajoute des acides fulviques, des agents ouillants, des agents collants. Mais je reviens à ça, mais c'est vraiment de bien choisir le moment. Mettons, on n'arrose pas une plante qui est en stress ou dans des grosses températures. J'aime bien arroser tôt le matin quand il ne vente pas et qu'il n'y a pas trop de soleil. Là, on sait que la plante est à son meilleur pour absorber les produits. Je dirais aussi 2 semis si nécessaire, dans le sens que je vais toujours planter un intercalaire sous la céréale, mais si à l'automne, la densité va à mon goût, je n'hésite pas à revenir, pardon, racheter un seigle avec une vis en post-récolte pour être sûr que la densité est vraiment optimale puis que je vais avoir une couverture sur 90-100% du sol le printemps suivant. Après ça, je dirais aussi, comme on disait au début, j'ai une bonne préférence pour avoir beaucoup de vivaces dans le mélange. Ça ne veut pas dire de ne pas utiliser d'annuel, mais j'aime bien, mettons, un ratio de 70% vivaces puis un 30% d'annuel. Justement, le 30% d'annuel a quand même l'avantage d'avoir des plantes qui sont déjà mortes puis qui vont être, mettons, disponibles pour la culture assez tôt en saison. Mais les vivaces qui ont quand même l'avantage, on dirait, d'utiliser la saison du printemps. Je dirais aussi, surtout, c'est de ne pas nécessairement suivre des recettes, mais adapter le raisonnement à notre entreprise puis à notre rotation. Comme on disait tantôt, pour baisser les coûts, je produis quand même la majorité de mes semences pour les cultures de couverture. Ici, à gauche, c'est comme la production de semences de luzerne. À droite, c'est la semence de trèfle que j'ai produit. Mais je produis aussi moi-même, mettons, l'avis velu, le seigle, la chicorée, puis il y a quand même aussi quelques brassicas qui sont assez faciles à récolter. C'est un point important pour s'assurer qu'on est dans la bonne direction. C'est de valider les résultats. Fait que, mettons, un bon moyen, je trouve, de valider si ça performe bien. J'aime bien, pour faire plusieurs profils de sol en peu de temps, j'aime bien utiliser, mettons, le loader avec les fourches à palettes. On les plante, mettons, au 45 degrés dans le sol, puis on lève une motte qui fait comme une pyramide inversée. Fait qu'on voit quand même bien si l'enracinement, si les racines ont tendance à dévier dans certaines zones, ou c'est vraiment assez révélateur. Les zones qui sont plus denses, si on passe un couteau dessus ou un tournevis, on les sent vraiment bien de cette manière-là. Je dirais que c'est moins prenant que de creuser plusieurs trous à pèleron. Fait que, quand on a fini, on en remet à la motte, on roule un peu dessus, ça paraît presque plus. Après ça, je dirais aussi, c'est de garder des bancs de témoins, puis justement de comparer nos profils de sol. Après ça, c'est de valider, mettons, les nodules des légumineuses. Dans le sens qu'on utilise beaucoup les légumineuses en pensant qu'on va apporter de l'azote à notre sol. Mais il faut valider quand même si les légumineuses ils font leur travail. Si on a mis, mettons, trop d'azote dans le sol, ben, généralement, les légumineuses, ils ne performent pas bien pour justement en fixer. Fait que j'ai tendance à regarder les nodules, les couper en deux. Quand on en voit des beaux gros qui sont rouge-mauve, c'est impeccable. Mais des fois, soit qu'on n'en voit pas du tout, ben non, ils sont comme blancs. Ça veut dire qu'il y a de quoi qui se passe. On a mis une légumineuse en ayant un objectif en tête, mais si on ne l'atteint pas, il faut s'ajuster soit de mettre moins d'azote, ou on peut aussi valider l'inoculation de la semence. Ça peut être un point qui peut limiter. Sinon, c'est vraiment de baisser la fertilisation aussi. Si on a un problème à ce niveau-là, ou carrément d'utiliser d'autres plantes qui vont bien performer avec la fertilisation qu'on a mis. Puis aussi, je dirais, c'est de valider s'il y a des espèces qui se démarquent dans le mélange. Si on a un mélange à 5-6 espèces, mais qu'il y en a qu'une ou deux qui se démarquent, ben là, l'année suivante, on peut penser à garder cette information-là en tête là, pour ajouter le mélange. Ici, justement, c'est des plantes que j'avais déterrées, mettons, en post-récolte. À droite, c'est de la chicorée. Après ça, on voit du trèfle. Il y avait de la févrole là-dedans, des graminées, surtout du régras, de la fléole, un peu de tout. Là. Ici, c'est une racine de chicorée. Tant qu'à moi, c'est vraiment une bête là, pour décompacter un sol. Ici, c'est un plant de chicorée qui a uniquement 12-13 mois environ. Puis, mais tu sais, dans le profil de sol, on voit que le pivot au centre, il descend bien en profondeur. On a des racines qui partent sur les côtés. Pour moi, c'est un bon indicateur qu'il n'y a pas nécessairement de zone très compacte dans l'endroit où elle a été déterrée.
À l'inverse, si on avait, mettons, juste une racine qui rentre quelques pouces puis qui part en diagonale ou à l'horizontale, là, on peut se dire qu'on est dans une bonne roulière ou ben non, qu'il y a un bon problème de compaction. Ici, c'est un peu que c'est les sols graveleux que je parlais tantôt, mais ça aussi, c'était en post-récolte, peut-être 2 semaines après le battage, mais on avait quand même déjà une bonne couenne, là, fait que c'est quand même intéressant de penser qu'on a autant de racines que ça pour la culture suivante. Ça ici, c'est justement comme on parlait tantôt, là, les nodules. C'est un nodule qui était sur une veste velue. Des fois, on en voit même des plus gros que ça qui ont quasiment la taille d'un 25 cents. C'est pas la majorité, là, mais des fois, on en trouve des qui sont énormes de même. Fait que c'est quand même bien satisfaisant de savoir que la plante a bien joué son rôle, là. Puis c'en est un plus petit, je pense que c'est sur du trèfle rouge, là. On voit qu'il y a quand même une couleur rosée, rouge dans le centre, là. C'est un indicateur mettons, d'un nodule qui est en santé, là. Après ça, ben, quelques plantes de couverture que j'aime bien utiliser, là. La veste velue, c'est quand même une de mes préférées, là. Justement, elle réussit bien dans les semis à voler. C'est une bonne légumineuse qui performe bien, mettons, au champ pour son apport d'azote, mais aussi pour bien couvrir le sol au printemps. À gauche, là, c'est un champ, mettons, je ne me rappelle pas c'était quoi le précédent, mais la veste était plaquée au sol, mais ça couvrait vraiment, vraiment très bien. Puis au centre, ben, on voit un peu plus en mi-saison de quoi ça peut avoir de l'air si on la plante en fût, là. Mais je dirais, par exemple, dans le maïs, ça fait très bien comme plante, mais on ne met pas nécessairement ça avec une céréale parce qu'elle va vraiment grimper dessus et l'étouffer. Ça, le trèfle rouge, pour moi, c'est une plante qui est assez facile, qui, qui est quand même assez constante dans les résultats qu'elle me donne chez moi. Fait que ça fait quand même justement une bonne couenne à la surface, ça apporte beaucoup d'azote, c'est pas capricieux, pas dispendieux en semences non plus. On ne met pas nécessairement des gros taux de semis pour bien couvrir le sol. Mettons, dans les céréales, mettons, en sol qui pourrait être sensible, mettons, des sols, mettons, qu'on sait qu'ils ne manqueront pas d'eau, je me limite à 4,5 kg, 5 kg de trèfle rouge. Au-delà de ça fait vraiment dense. Des fois, ça peut être compliqué pour la paille, là. Mais sinon, c'est sûr que dans les terres sableuses, là, je me permets de monter à 8, 9, 10 kg hectare. Ça serait ça ici, c'est du régras. Justement, comme on disait tantôt, c'est des plantes qui ont tendance à vraiment couiner, comme on peut dire. À gauche, ben, c'est un régras au printemps, là, après l'application de lisier, là. Il paraît un peu amoché, c'est parce qu'il y a eu du lisier dessus, peut-être une journée ou deux avant. Mais tu sais, c'était quand même une belle densité. Puis ce que j'aime bien du régras, justement, c'est qu'il pousse vraiment bien tôt le printemps quand les conditions sont fraîches. Puis pendant l'été, ben, c'est assez calme quand c'est chaud. Puis en automne, c'est une autre plante aussi tu sais, qui pousse beaucoup. Des fois jusqu'en novembre, des fois, on se rend compte qu'elle pousse encore, là. C'est quand même intéressant de savoir qu'elle utilise deux périodes là, qui nuisent pas ou tu sais, qui ne sont pas utilisées par nos cultures. Fait que... Après ça, la luzerne, ben, justement, comme on disait tantôt, avec son racine qui est plus en profondeur, je trouve qu'elle rentre, en tout cas, elle peut faire de la compétition, mais quand même beaucoup moins que d'autres plantes. Puis quand on réussit à la calmer, comme on voit à gauche, là, à leur décoller en fait de saison, mais le maïs, il n'est pas vraiment souffert de la compétition, là. Puis à droite, ben, au centre, je veux dire, c'était un champ là, de maïs SCV, tu sais, la densité est quand même très intéressante, là. L'importance aussi. La chicorée, comme tantôt, là, comme on parlait tantôt, on voit les racines qu'il est capable de faire. C'est quand même assez impressionnant, je trouve. Ça, le lotier est un petit peu comme la luzerne, mais quand même beaucoup plus difficile à contrôler parce que ça il prend des doses plus fortes que la luzerne. Mais pour certains sols, je trouve qu'il y a quand même un avantage à utiliser le lotier quand on sait que la luzerne a moins de facilité à survivre. Il y a un autre avantage aussi du lotier, c'est qu'il décolle un peu plus tard en saison. Fait que en tout cas, je vais en revenir tantôt, mais ça peut faire un bon couvert végétal permanent pour certaines céréales. Ça ici, le seigle, ben, c'est une plante qui est assez connue pour son utilisation en plan de culture de couverture. Après ça, ici, je vais y aller avec, mettons, quelques exemples de rotation que je fais chez moi.
Pour commencer, mettons, on commence la rotation sur une prairie. Après ça, la première année, je mets un maïs sur la prairie qui n'a pas été détruite à l'automne, mais qui est encore vivante. Fait que on vient mettre, mettons, un glyphosate qui va clencher un peu toutes les graminées. La luzerne va tomber comme en gros stress pendant un bon 30 à 45 jours. Fait que généralement, on essaye ce qu'on souhaite, c'est que le maïs aille passer par-dessus, fermer les rangs avant qu'elle reprenne un peu de vigueur. Mais des fois, je me permets de mettre, mettons, un ajout d'un intercalaire au stade 4 à 5 feuilles, dans ce cas-là, mais avec la luzerne, dans les mêmes conditions que je parlais. Après ça, l'année suivante, ben, je reviendrai encore en maïs SCV après une destruction chimique, mettons, du couvert végétal. La troisième année, je viendrai, mettons, remettre un semis de blé ou blé-pois avec un intercalaire encore de trèfle rouge, régras, chicorée. Après justement une destruction chimique en pré ou en post-semis. Et en fin de saison, mettons, on va avoir un peu presque l'effet d'une implantation de prairie. Fait que l'année suivante, je n'hésiterai pas, mettons, à revenir mettre un maïs si j'en ai besoin sur ce couvert-là. Puis à la fin, mettons, je mettrai un soya à la 5e année, après une destruction du seigle. Puis je reviendrai, mettons, mettre un semis de seigle fourragé en post-récolte. La 6e année, on récolterait le seigle en fourrage. Puis je replanterais, mettons, une plante abri pour implanter la nouvelle prairie que je vais garder, mettons, 3, 4, 5 ans. Puis on pourra recommencer comme à l'année après. Ici, en haut à gauche, c'est une luzerne, mettons, suivant un maïs SCV. La densité n'est pas optimale. Fait que pour ne pas avoir des champs de même au printemps suivant, c'est que ce que je fais à cette heure, c'est qu'après la récolte de l'ensilage de maïs, la luzerne, elle a repris vigueur, mais je remets, mettons, un seigle accompagné d'une veste velue par-dessus ça, sans avoir désherbé, parce que, mettons, dans les trous, il n'y a pas de difficulté à s'implanter. Puis où les plants de luzerne, même si ça ne jambe pas, ça ne stresse pas avec ça. Là. Au centre, c'était un deuxième maïs qui avait reçu un intercalaire à voler. On voit un peu le chaume de quoi qu'il y avait de l'air. Puis à droite, c'est carrément un plan, un semis de maïs là, dans une prairie vivante. Ça ici, c'est un peu comme on disait tantôt. On a de la veste velue, des brassicas. Au centre, c'est la luzerne à SCV sur un chaume de maïs, là, mais qui avait eu un ajout d'un semis intercalaire au stade 4 à 5 feuilles. Fait qu'on a la luzerne puis l'intercalaire. Puis à droite, c'est un peu pour compenser, mettons, la photo de tantôt, quand on avait de la luzerne qui était un peu dispersée dans le champ. Mais dans ce champ-là, j'avais rajouté un semis de seigle par-dessus la luzerne. Fait que là, on vient chercher vraiment une densité intéressante. Un autre système de rotation que j'ai, c'est de starter sur la prairie encore, avec un blé avec intercalaire. Quand je viens mettre, mettons, sur la luzerne, dans le fond, c'est qu'on met un glyphosate sur la prairie avec un semis de blé intercalaire. Fait que le Roundup va contrôler la graminée. Puis en post-levée, on doit faire un contrôle, mettons, avec un herbicide sélectif, là, comme on faisait, mettons, avec une implantation de prairie, de céréales granées, comme quand on implante une prairie avec ce système-là. L'année 2, je viendrais mettre, mettons, un blé-pois ou juste un blé après la destruction du couvert ou le semis de céréales d'hiver. Après ça, on aurait la récolte de la céréale d'hiver. Ah, ben c'est ça. C'est parce qu'après la récolte, je mets ma céréale d'hiver. La 3e année, on laisse ça aller. On récolte la céréale d'hiver. Et après ça, après la récolte, des fois, je peux remettre, mettons, un fourrage annuel. Des fois, j'ai déjà récolté, mettons, de l'avoine poire qu'on avait semé après un orge ou un blé. En début août, on retourne chercher une récolte de fourrage en octobre, mettons. Puis dans ce cas-là, quand on fait un deuxième semis de même, c'est là que je peux mettre, mettons, un trèfle rouge avec une veste velue puis de la graminée. Puis l'année suivante, ça devient un peu le couvert à détruire pour implanter, mettons, un maïs ou une autre céréale. À gauche, mettons, on a justement une photo d'un champ de blé-pois. Au centre, c'est un intercalaire un peu plus conventionnel. Mettons un trèfle rouge avec de la graminée.
Puis à droite, mettons, c'est le seigle qui aurait été semé par-dessus ça pour faire le couvert printanier. Ça ici, c'est justement le mélange que je parlais tantôt, là, un mélange de mie, de la fléole avec un petit peu de chicorée, du trèfle rouge, un petit peu de raigrasse vivace aussi. Ça, c'est peut-être une semaine après la récolte. Là, la paille était restée au champ. Ça, c'est vraiment c'est un de mes couverts préférés. Là-dessus, le printemps, on peut facilement mettre à peu près n'importe quel maïs ou une autre céréale. Là, ça fait vraiment un très bon travail. Sinon, pour un autre système de relation que j'ai sur certains champs, c'est, mettons, un maïs SCV luzerne sur semis de seigle post-récolte. Après ça, ben, on sème le seigle. Mettons, je sème mon seigle sur la prairie, on calme la prairie, puis après ça, je sème un seigle après la récolte. L'année 2, je détruis le seigle, je sème mon blé pois avec l'intercalaire de trèfle rouge, grasse, mi-chicorée, comme la photo précédente. Fait que là, je reviens, mettons, avec un maïs avec la destruction du couvert. Puis je peux me permettre de revenir mettre un semi-intercalaire, veste velue, navet, radis, raigrasse et luzerne. Puis l'année suivante, je refais l'inverse. Je remets mon blé avec l'intercalaire, avec le même mélange que tantôt. Puis tu sais, on alterne maïs, blé avec intercalaire, maïs, blé, comme ça. Ça, c'est un peu l'équivalent de tantôt. C'est la même photo, là, mais la luzerne avec un ajout de seigle. Ça, c'est justement un mélange de brassica, veste velue, mettons, dans le maïs grain. Après ça, ça aussi, ici, c'est le même mélange que tantôt, mais au printemps suivant. C'est on voit qu'on a quand même une densité qui est vraiment optimale, en tout cas à mon goût. Là-dessus, on peut facilement remettre un maïs qui va bien performer. Un test que j'avais fait, je l'ai fait 2 années consécutives. Alors, ça a bien réussi. Après un nivellement, mettons, on a fait les travaux en début d'été. J'ai semé tout de suite après un semis de fourrage annuel qui contenait du millet, de l'avoine, pois, avec un peu de lotier. On a récolté une première fauche relativement, qu'on a gardé pour le troupeau. La deuxième coupe, on l'a laissé aller. Le millet, il a repris, il a redécollé. Il est venu jusqu'à 4 à 6 pieds de long. Puis quand le gel a breaké le millet, j'ai ressemé un semis de seigle par-dessus ce couvert-là. Fait que avec ah ben, j'ai oublié de le dire, au début, il y avait du lotier dans le mélange. Fait qu'après ça, j'ai laissé aller le seigle puis le lotier ensemble. Puis le printemps suivant, ben le lotier a vraiment redécollé par-dessus. Il a redécollé au travers du seigle. Fait qu'on a récolté le seigle pour le grain. J'ai laissé la paille au champ parce qu'il ne fallait même pas penser la récolter. Il y avait une grosse densité de lotier dans le fond. Puis la deuxième année, ben, je suis revenu en maïs puis en céréales pour un autre champ là, sur ce couvert-là. Puis qu'on voit ici, mettons, à gauche, c'est justement le millet qui a été plaqué au sol un peu par le vent puis le gel. On a semé un seigle par-dessus ça. Puis à droite, ben, on voit un peu de quoi que ça avait l'air avant que ça soit plaqué au sol. C'était quand même assez dense. Ça, c'est justement comme le paillis qu'on voit dans le fond. Ici, à gauche, on voit c'était au printemps suivant, là, quand le seigle redécolle au travers de ce paillis-là. Puis les 2 autres photos, c'est au printemps, le lotier, on ne le voyait pas. Il a vraiment apparu pendant la fin de la montaison du seigle. C'est là qu'il a commencé à décoller dans le fond. Et, ben, à l'automne, en post-récolte du seigle, ça avait l'air de ça. On avait le chaume au genou. C'était vraiment dense, comme une prairie de 2-3 ans. C'était vraiment. Ça avait vraiment fait une belle job. C'est sûr que le seigle, c'est moins stressant de sacrifier du rendement, mais malgré que dans ce champ-là, j'avais eu des rendements sensiblement les mêmes que dans d'autres champs. Mais ça avait vraiment fait le travail là, pour booster le sol un peu pour le remettre en culture après des travaux de nivellement. Ici, j'ai quelques photos de couverts un peu en vrac. Là. Ça, c'est justement c'est de la veste velue au printemps avec un peu de graminées, du seigle. Il y avait après ça un petit peu de raigrasse aussi.
On voit que la couverture est quand même assez dense. Ça, ici, c'est un champ de maïs SCV. Justement, à mon goût, à moi, c'est pas tout à fait assez dense, mais c'est un peu pour montrer de quoi ça a l'air quand il y a juste des légumineuses, pas beaucoup de graminées, ça laisse des trous. À mon goût, à moi, c'est pas optimal. C'est pour ça qu'à cette heure, si je vois que c'est pas dense parfaitement, ben, je n'hésite pas à remettre un seigle par-dessus ça pour boucher ça puis uniformiser la couverture. Ça aussi, c'est un peu comme tantôt, là, c'est des couverts au printemps, mettons, qui ont été faits après une céréale avec deux semis. Ça ici, justement, c'était du trèfle rouge avec de la veste velue. Puis il y avait beaucoup de brassicas, mais ils ont carrément disparu parce que, justement, comme on disait au début, il n'y avait pas beaucoup de matière sèche là-dedans, ils disparaissent vite. Fait que là, les légumineuses ont repris le trèfle et la veste ont repris il aura décollé au printemps. Ça, c'est le même proto que tantôt. Là, à mon sens, à moi, c'est mon mélange préféré là, qui est qui a été implanté sous une céréale là, avec beaucoup de graminées, de la chicorée, le trèfle rouge. Ça, c'est comme la photo de tantôt, là, en maïs en SCV, luzerne pure, sans ressemis. Quand la luzerne est dense, je les laisse aller comme ça. Ça, c'était comme plus sur une deuxième année de maïs, suite à un maïs en silage. Sur les ajouts d'un semi-intercalaire, il y a du trèfle incarnat, encore de la veste velue, puis un peu de graminées. Merci, c'est pas mal ça. Ouais. Merci de m'avoir écouté. Hey, merci Jean-Luc pour ce partage de techniques-là. C'est fascinant tout ce que tu fais, toutes tes pratiques, les sols couverts comme ça. C'est assez incroyable, là. Brigitte, je pense il y a eu de l'activité là, Oui. pendant ta présentation dans le chat. Fait que je vais te laisser aller avec les questions. Oui. Vous utilisez quel herbicide ou quels herbicides dans votre maïs avec la culture intercalaire? Dans le maïs, c'est presque uniquement le glyphosate que j'utilise. Mettons, je fais un arrosage en pré-semis, puis je refais un contrôle en poste quand c'est nécessaire. Ben, je dirais que la plupart du temps, je refais un poste, là, mais généralement, c'est deux faibles doses de glyphosate. C'est bon. Est-ce qu'il y a du colmatage des drains par les racines des couverts? Ben, je suis pas tellement drainé parce qu'on m'a dit tantôt, c'est que j'ai des terres qui sont assez sableuses. Fait que généralement, le drainage ici, c'est pas un gros problème. Mais dans les terres argileuses qui sont, c'est pas nécessairement un problème que je vois. Là. OK. Il y a d'autres questions? Quelle est l'augmentation de rendement dans vos cultures avec les multiples cultures de couverture? Je dirais que c'est pas nécessairement une augmentation de rendement, mais c'est surtout chez nous, en tout cas, là, on a les cultures, mettons, qui étaient suivant une prairie, c'était toujours nos meilleurs rendements. Puis la deuxième année après une prairie, on avait toujours une baisse, mettons, de 10, 20, 25 de rendement. Mais là, on réussit vraiment à maintenir nos meilleurs rendements d'année en année d'une année à l'autre dans nos champs. Là. Fait que je dirais que c'est pas. Ben, on a une augmentation, mais c'est plus qu'on n'a pas de perte de rendement au fil du temps. C'est surtout ça. Bon. Prochaine question. Observez-vous une diminution de la présence des mauvaises herbes dans vos champs avec un sol couvert à temps plein? Si oui, est-ce plus au niveau des annuels ou des vivaces? Ben, je dirais que c'est surtout les annuels. Mettons que si le sol est vraiment couvert, les annuels, ils prennent vraiment peu de place. Là. C'est surtout là le gain. Là. C'est sûr que si des fois, là, avec le temps, les vivaces peuvent commencer à apparaître, là, mais en tout cas, je n'ai pas de gros problèmes de vivaces. Là. Mais oui, il y a quand même beaucoup moins de pression de mauvaises herbes. Là. Des fois, mettons, c'est un exemple, là, quand on a déjà eu un petit accident à récolte, là, que ça fait une roulière de tracteur, on passait un coup de herse pour corriger et effacer les traces. Puis là, on faisait, mettons, on faisait pas une régie spéciale pour cette bande-là, on la cultivait avec le reste du champ. Mais là, on voyait que la bande, là, pendant l'été,
c'est sale terriblement, tandis que les parties qui n'ont pas été reçues, c'était super propre. C'est bon. Quel est votre budget annuel pour les cultures de couverture? Puis peut-être une sous-question, est-ce que vous allez chercher du financement pour faire vos cultures de couverture? Oui, il y a des programmes, maintenant pour les cultures de couverture. Je sais qu'il y a, ben, il n'y a plus nécessairement Prime Vert, là, mais il y a les RPA de la financière, il y a Agri-Climat. C'est- Sinon, ben, en frais de budget, ben, je dirais que c'est en coût à l'hectare, je ne pourrais pas le dire, justement, parce que c'est un peu dur à dire, parce que j'en produis vraiment beaucoup, là. Mais tendance à dire qu'un 45 ou 50 pièces l'hectare, c'est plus que nécessaire. C'est plus que qu'est-ce que ça me coûte pas ça, là. Une question aussi qui vient d'apparaître. Avez-vous des dates limites pour semer à l'automne? Par exemple, le seigle semé dans le millet, pour qu'il ait gelé, il devait être assez tard. Le seigle après la récolte du maïs? Le seigle, c'est quand même surprenant. Tu sais, je suis au Bas-Saint-Laurent, puis quand j'ai commencé à en faire, on disait qu'il ne fallait pas dépasser le 20-25 septembre, puis finalement, j'en ai déjà semé en novembre, puis c'est sûr qu'il faut augmenter la densité. Je sème des bons taux, justement, parce que ça me dérange pas d'en mettre beaucoup parce que je l'ai produit, ça n'a pas coûté nécessairement cher en semence. Mais en semant plus fort, en tout cas, je préfère semer tard que de ne pas semer. Puis c'est juste que je sème plus fort, puis ça donne des résultats qui sont quand même corrects. C'est sûr que c'est toujours mieux de semer tôt, mais je n'hésite pas à semer en octobre si c'est ça que ça prend, là. Une autre question, faites-vous encore des essais de différents couverts, donc différentes plantes ou mélanges dans les couverts, ou vous avez trouvé votre recette versus votre rotation, puis c'est ça que vous appliquez? J'ai pas mal trouvé ma recette, là, mais on essaie d'ajuster un peu. Tu sais, des fois, si on voit des observations, il y en a qui prennent le dessus un peu. On se demande un peu pourquoi, ou on essaie d'ajuster. Mais tu sais, je sais pas mal qu'est-ce que ça me prend, qu'est-ce qui réussit mieux. À force d'en faire, des fois, il y en a on mettait des bons taux de semis, mettons, puis finalement, on les voyait jamais trop apparaître dans le champ, où on constatait pas trop leur présence. Fait que là, ceux qu'on les élimine, puis on les remplace par d'autres, là. Mais pour commencer, je trouve que le meilleur truc, c'est d'en mettre beaucoup. C'est de plusieurs espèces différentes, là, des fois 10, 12, 13 espèces. Tu sais, quand on voit après ça que celles qui performent bien, ben là, ça vient qu'on finit par les sélectionner, puis on délaisse un peu les autres, là. C'est comme la veste velue, moi, c'est une plante que je ne mettais pas nécessairement des gros taux de semis, mais c'était tout le temps elle qui dominait à plein dans mes couverts. Fait que là, tu sais, je sais que je suis capable d'en produire à pas trop cher. Puis, tu sais, je sais qu'elle réussit bien, fait que là, j'emmène quand même une bonne base dans mes mélanges. Par rapport à justement la production de ces semences-là, est-ce que, plus une question plus de moi, là, mais dans le fond, est-ce qu'il y a des équipements ou des équipements de récolte particuliers ou des méthodes de récolte particulières pour toutes ces différentes espèces-là? Ouais, ben c'est quand même beaucoup de l'essai-erreur. Tu sais, c'est sûr que c'est pas tout le temps des récoltes qui sont faciles, mais je dirais que j'ai pas nécessairement d'équipements particuliers. C'est surtout pour le criblage que je suis quand même équipé correctement pour bien les nettoyer. Mais sinon, c'est de les en donner. Après ça, de s'assurer qu'ils sont bien pollinisés. Puis d'avoir des champs propres à récolter, justement, pour pas avoir de quoi qui est trop difficile à cribler. Mais c'est quand même plus simple qu'on peut le penser, là. Stéphanie, pour moi, ça fait le tour. Je pourrais en poser d'autres si on a du temps, mais si tu en as peut-être toi aussi. Ben, vas-y, on va prendre c'est ça, une dernière question, puis après ça, on va mettre fin au webinaire. C'est Ben, bon. vu qu'on est dans, c'est ça, les couverts végétaux, est-ce qu'ils ont un impact positif ou négatif sur des aspects autres que les mauvaises herbes, par exemple, insectes, gel? Je pense que tu avais peut-être des exemples. Ouais, ben l'insecte, mettons, il y avait un monsieur qui était entomologiste, qui c'était un ami d'un ami qui était venu dans mes champs, puis il m'avait dit qu'il était assez surpris de voir à quel point il y avait beaucoup de prédateurs, d'insectes prédateurs. Fait que j'avais trouvé ça quand même le fun à savoir. Bon, je n'avais pas nécessairement de connaissances, là, mais il y avait beaucoup de coléoptères, ou en tout cas plein d'insectes qui ont tendance à justement en manger qui sont indésirables. L'autre affaire que je m'étais fait dire aussi, c'est d'avoir des mélanges qui sont variés, tu sais, qui sont, qui ont beaucoup de diversité. Des fois, c'est que la plante qui pourrait attirer un insecte qui est nuisible, ben, vu qu'elle est mélangée au travers d'autres, des fois,
c'est moins intéressant moins facile pour les insectes, mettons, justement d'infester la parcelle. Excellent. Ben, merci beaucoup. Merci. Merci Jean-Luc, Ça merci fait bien plaisir. Brigitte. Donc, c'est ce qui met fin à notre webinaire Grande Culture de ce matin.